pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bienvenue dans Jeff Liberté, version Unplug du vendredi. Gros live aujourd'hui, une boîte à pizzas avec Jerry. On a Nicolas Gagnon également de la Fédération canadienne des contribuables, contribuables.ca avec un S, qui ont fait un gros coup dans la dernière semaine. Thumbs up, les gars. Bon coup, on va en parler avec Nick un peu plus tard. Également Ken Pereira, qui est très à l'aise en podcast. Toujours fait des bonnes interventions dans les médias, mais en podcast, on s'entend que c'est l'endroit idéal pour avoir un peu de temps, en fait. Dur d'écouter autre chose que des podcasts maintenant, parce que la seule place où on prend le temps de raconter un peu à un certain rythme écoutable les choses, c'est d'écouter des choses en ce moment sur Radio-Canada et pas à la télévision même, mais juste sur X avec les panels, avec des réponses de 30-40 secondes pour chacun des participants. C'est toujours un peu... ça fait toujours un peu vieillot, un peu 1990, mais c'est comme ça que ça marche pour eux autres. Donc, ils n'ont pas allumé qu'il y a autre chose qui se passe. Et prendre le temps de jaser, c'est ce qu'on fait avec Ken aujourd'hui sur Tour de fer, Tour de patente. On va parler de syndicats, on va parler d'Amazon également parce qu'il y a une version, je pense que peut-être qu'on aura la version full pour la version live. Je ne sais pas ce que M. Blanc a réservé pour vous, mais on verra. Mais il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock avec Ken qui est toujours bien préparé et qui a un bon pitch. Bien balancé également, entre syndicaliste qui a perdu la confiance envers le syndicat pour toutes sortes de raisons. Donc, on parlait avec lui tantôt. Même chose avec Nick. Nick est très posé dans toutes ses affaires. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disent que le gouvernement canadien pourrait reculer sur l'histoire de la taxe sur le gain en capital qui est augmentée. Mais, écoute, des rumeurs qui courent, il y en a tout plein. On est dans un genre de crunch. On est à quelques heures probablement d'une série de tarifs qui devraient nous être annoncés. On verra. Je fais partie de ceux qui trouvent que Donald Trump est un peu brouillon sur toutes ces histoires de tarifs avec le Canada, les raisons derrière ça, qu'est-ce qui va être touché ou non. On a des bouts de phrases, on a des phrases de 4 mots, changement de sujet, des affaires qui arrivent. Une chose est sûre, il va arriver quelque chose. Donc, on verra ce qu'il veut. C'est quand on est perdu de même à quelques heures d'avoir des conséquences dures sur l'économie et sur les PME, sur les entreprises du Canada, ça vous montre comment la voie diplomatique du Canada en ce moment, dans l'état où est le pays, sans gouvernement, sans PM, qu'on est fucking faible face à notre adversaire qui, lui, est tout gros. On sait ça, c'est pas nouveau. Rien de nouveau avec la force des États-Unis. On sait que s'ils se décident, ils peuvent nous écraser en l'espace de quelques jours, puis finalement, on n'a plus rien. Donc ça nous pend au bout du nez depuis longtemps et on n'a pas vraiment travaillé pour changer ce rapport de force-là entre le Canada, le Québec et les États-Unis. On appelle ça en Formule 1, les gens qui suivent, ou le NASCAR, ou n'importe quelle, course auto, donc l'ASPI. Donc, c'est-à-dire que tu vas essayer d'aller chercher dans une place où il y a beaucoup de vitesse. Mettons, on va prendre la straight du Casino à Montréal. Et si, mettons, un coéquipier veut avoir de l'aide de son autre coéquipier, il va lui dire, avant de rentrer dans la courbe du Casino, donne-moi un break à partir de l'épingle, puis je vais pouvoir aller chercher de la speed parce que je vais rentrer dans ton aspi. Et c'est ce qu'on fait au Canada. Depuis, je ne sais pas avant, mais je sais que depuis que je suis au monde et depuis que je suis conscient de ce qui se passe alentour de nous autres, on vit comme dans un certain confort qui est un peu irréel. Un confort qui n'est pas vrai, qui est basé sur rien. Parce que quand tu regardes qu'est-ce que le Canada, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? On avait des forces, on a déjà eu des forces, on a une richesse qui est imminente, on a ça dans notre sol, on a ça devant nos yeux, mais est-ce qu'on l'a bien exploité? Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on a joué la game avec diligence? Est-ce qu'on a amélioré notre rapport de force par rapport à notre gros voisin? Non, on s'est accoté sur notre voisin. On a on a profité de son aspiration pour prendre notre vitesse. Et on est devenu très dépendant des États-Unis d'Amérique depuis 30-40 ans. Une dépendance
qui est doublé souvent d'un dollar très fort. On entend souvent parler qu'on a eu un dollar fort, mais il faut se rappeler que ça a duré quelques semaines, quelques mois. La majorité du temps, on a un dollar qui est excessivement faible. On le considère même pas pirement fort quand il est à 80, 83, 84 cents, ce qui ne devrait pas être le cas. On n'aurait jamais dû tolérer ça. Mais mettez-vous juste dans cet esprit-là que vous avez entendu toute votre vie qu'un dollar faible pour le Canada, c'est une bonne nouvelle. Juste cette mentalité-là nous en dit beaucoup sur comment on a pu se ramasser de manière... on est à genoux, on est carrément faible, on est carrément à genoux, et on est carrément sur le bord d'être écrasé par le voisin. Et on se demande comment ça a pu arriver, cette patente-là. Ben, ça est arrivé avec un genre de positionnement de même. Un dollar faible, c'est un dollar qui est bon pour le Canada. Donc, on a toujours réussi à gagner un peu par défaut, avec un dollar faible, avec un voisin qui est extrêmement fort. Tu sais, puis aussi notre proximité. Je peux comprendre que beaucoup de gens vont essayer de vous faire croire qu'on est capable d'aller trouver d'autres marchés, mais les marchés sont loin. Les marchés sont... Et on ne sera jamais la Chine pour produire de cette manière-là. Donc, la Chine, elle, est loin, mais est capable de faire avec tout son volume. Puis, la manière que son système a été pensé, c'est des exportations au bout du monde. Ça fonctionne pour la Chine, mais pas pour nous. La raison pourquoi on est dépendant des États-Unis, c'est qu'on a la plus grande puissance à côté de nous, puis ce sont nos voisins directs. C'est ce que la plupart des pays du monde rêveraient d'avoir. Et nous, on l'a. Nous, on l'a. Et on a, au lieu de peser sur le gaz, on a commencé à tomber dans des bébites parce que des gens qui n'ont pas besoin de travailler fort pour avoir ce qu'ils ont, ils deviennent paresseux, ils deviennent sloppy, ils deviennent ce qu'on est devenu. Ils deviennent... On commence à se perdre dans nos histoires, on ne sait plus qui on est, on essaie même d'éliminer ce qui nous a rendu ce que nous sommes. On se bat contre ça depuis quasiment une quinzaine d'années, contre le pétrole, contre les ressources naturelles, contre tout ce qui est le Canada, finalement. Et là, c'est en train de nous péter d'en face. Et là, tout le monde panique un peu. Là. Tout le monde panique un peu. Hey, c'est grave. Je voyais l'imbuvable Totoche de Léger Marketing qui fait un post en disant « Ah, Trump, regarde, je vais peut-être même le lire, juste le temps de le sortir pour être sûr de bien lire ce qu'il a donné. » Mais c'est très drôle de voir la réaction des gens on commence à paniquer. Pourtant, ça fait quand même un mois et demi que ça dure. Parce que le premier qui vous a dit, avant le lunch entre Trudeau et Trump, où Trump a invité Trudeau pour, je vous dirais, le diminuer. Ce que Trump ne savait pas qu'il allait faire, c'est que en éliminant Trudeau si vite et en oubliant que les libéraux sont quand même une gang des snowros. Donc, c'est des gens qui sont capables de penser à des passe-passe pour essayer de garder le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc, probablement que Trump, en ridiculisant et en bisbaillant carrément Justin Trudeau il y a quelques semaines, vient peut-être de redonner de la vie au Parti libéral, parce que vous connaissez les Canadiens, vous connaissez surtout les Québécois qui sont excessivement dangereux avec un bulletin de vote. Comme par hasard, après une semaine et quart de lichage de cul de la part des médias libéraux du Canada et du Québec, quelle surprise d'apprendre aujourd'hui qu'on a un sondage qui nous montre que Mark Carney, aux yeux des Québécois, est vraiment celui qui est le mieux outillé pour faire face à Donald Trump. Mark Carney, c'est Trudeau, là. Mark Carney, c'est carrément Trudeau. C'est la même organisation. C'est Gérald Bott. C'est l'autre personne qui est avec Trudeau également. C'est la même affaire. Il était lui-même le conseiller de Trudeau. Trudeau n'a rien fait de par lui-même. Je ne peux pas le défendre, Trudeau, là. Mais Trudeau n'avait pas les outils pour décider quoi que ce soit. Trudeau, il a juste un nom. Le reste, il ne l'a pas. Donc, il prenait des gens qui prenaient des décisions pour lui. Biden, c'était Obama pendant 4 ans. Trudeau, c'était Gérald Bott et Mark Carney. C'était les brains derrière ça. Donc, tous ceux qui ont scrappé le Canada, il est devant vous en ce moment. Ceux qui nous ont amenés vers ce qu'on est en ce moment, Mark Carney, il fait partie de cette équipe d'architectes qui ont démoli le Canada. N'oubliez jamais qu'il est marié à une enragée Green. Et écoutez un peu ce qui se dit un peu partout. Il a passé à la Banque du Canada, à la Banque d'Angleterre, etc., etc. C'est un gars qui est un fiasco total. Mais vous savez quoi?
Une semaine de liche-cul. On sait comment ils le font. Ils savent la recette. Ils savent comment vendre quelqu'un. Les médias connaissent leur clientèle. Et ils n'ont pas besoin de travailler fort fort. Les Québécois qui écoutent la TV à longueur de journée sont tellement des estis de cruches qu'ils n'ont pas besoin de leur faire un pitch très intelligent. Juste des images, juste des gens qui disent qu'il est fin, etc., etc. Rien, le grand vide. Et, savez-vous quoi? Ça marche. Parce que les Québécois et les Canadiens anglais sont une gang de débiles qui, à l'occasion, se demandent s'ils méritent la démocratie parce qu'ils sont apeurants en crise avec un bulletin de vote. Émotifs dans le prélat, ne servent pas de leur tête peu d'arguments. C'est très facile de les endormir et c'est ce que les médias ont fait depuis une semaine et demie avec Mark Carney. Il va falloir que Poilievre paye sur le gaz. Il va falloir que Poilievre arrête de jouer la trappe. Il joue la trappe depuis plusieurs semaines, Pierre Poilievre. Il va falloir qu'il commence à jouer pour vrai, là. Il va falloir qu'il se réveille, puis il va falloir qu'il fasse attention, parce que là, il a comme démotivé la moitié de sa base dans sa position avec Trump, où on avait l'impression qu'on avait un copie-collé entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre dans un discours et un autre. Il va falloir que Poilievre sorte de sa zone de confort aussi, puis commence à jouer la game, parce qu'il y a toute l'armée qui est en train de montrer Mark Carney. Je n'ai pas l'impression que l'élection va être si facile que ça. On le voit dans ce sondage-là. Et donc, ils vont me répondre comme toujours. Ah, un sondage, ne pas truster les sondages, etc., etc. Vous n'avez pas assez eu d'élections, vous n'avez pas assez eu de moments dans votre vie pour vous rendre compte que le problème, c'est pas les sondages. Que le problème, c'est les gens qui s'en vont voter. Problème. Regardez votre maire, votre mairesse. Les gens, c'est pas des bots qui ont élu ces gens-là. Les gens du Bloc, c'est pas des bots, c'est pas des sondages, c'est pas Jean-Marc Léger qui a élu ces imbéciles-là. C'est nous-mêmes. Si on regarde les sondages pour les libéraux de Trudeau, même si Trudeau était là, à la place de Carney, la place où il était le plus populaire, c'est à Montréal. Donc, ça, c'est pas des bots, c'est pas Jean-Marc Léger, c'est pas des faux sondages. C'est nous-mêmes. À un moment donné, il va falloir regarder, se regarder dans les yeux et voir qu'est-ce qui se passe avec nous. Il se passe des choses très, très, très bizarres. C'est pas pour rien qu'on est si faible. Donc, je reviens à Jean-Marc Léger qui a écrit ce matin sur X, ou hier sur X, mais je l'ai vu ce matin. Il a écrit que... est-ce que je suis capable de le repatrier quelque part? Je pense que non. OK, je l'ai quelque part. Juste me laisser un peu de temps pour le trouver sur mon compte X. Bon, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Je vois ça défiler. Encore des gars de la FTQ avec des soupers. Wow, des grosses soupers. Beaucoup d'argent. Est-ce que les gens de la construction FTQ, est-ce que vous allez enlever votre crise de casse de la FTQ? Est-ce que vous allez colisser votre chandail de la FTQ? Est-ce que vous allez mettre votre truc de la FTQ à poubelle? Est-ce que vous comprenez que votre 2-3 000 $, il sert juste à payer des gros salaires et à faire des gros parties? Est-ce que vous allez finir par comprendre ça? Moi, je connais la réponse. Je sais que non. Vous êtes tout en crise, vous le dites entre vous autres, mais vous ne ferez rien. On en parlait avec Ken Pereira, justement, de ce qui se passe avec la construction. On en parlait avec Ken tout à l'heure. Donc, je n'ai pas retrouvé le post mais regarde, en gros, il dit Trump, il va faire des dommages, c'est dangereux ce qu'il fait, il est en train de faire mal aux entreprises, il va provoquer des pertes d'emplois, etc., etc. Puis je suis d'accord avec un gars qui lui a répondu, je pense que c'est un pirate d'ailleurs, lui a dit tout ce que tu racontes là aurait pu être appliqué pendant le 3 ans et demi de la COVID. Mais il l'a pas fait. Donc, là, c'est comme correct à ce moment-là. Mais là, c'est comme avec Trump. Le Trump Derangement Syndrome est tellement fort que là, à peu près la même affaire qu'on va vivre, mais avec autre chose qu'un virus, juste avec des sanctions. Là, tout d'un coup, c'est dangereux. Eh bien, en 2020, 2021, même 2022, c'était pas très dangereux. Il ne faut pas oublier que Jean-Marc Léger est sur le CA de Québécois. Et que Québécois, et probablement son entreprise également, ont touché des millions et des millions de dollars de la crise de la pandémie, donc manipulés par l'argent du peuple et du gouvernement, donc dans un genre de scandale qui n'a pas été mis à jour encore. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de réactions à ce qui se passe. Et là, ben, on entend ici et là des panels, on entend des politiciens, on entend toutes sortes de faiseux, même des panels avec des anciens syndicalistes, des anciens boss syndicaux. Mais aussi, dans des panels, on voit des boss de syndicats actuels qui sont des gens qui sont invités régulièrement dans des panels pour donner leur opinion alors qu'ils sont en poste comme président, comme présidente. La présidente de la CSN,
et sur des panels réguliers de Patrice Roy. C'est quoi cette affaire-là? Ça peut être une partie du problème, cette affaire-là. Elle n'a pas d'affaire là, elle. D'abord, on sait ce qu'elle va dire. On sait, c'est prévisible à mort. En plus, un peu poche. Elle est un peu poche. Donc, un peu poche. Monsieur Trump, il va falloir apprendre que ici, c'est pas le même que ça te passe. Regarde, il peut vous écraser. Il peut prendre son pied, vous écraser, toute la gang, en 5 secondes. On n'est rien. On s'est laissé aller. On s'est laissé vivre. On a provoqué notre dépendance envers les États-Unis d'Amérique. Et en plus d'être lâche, peu productif, tout l'argent qu'on a donné à nos politiciens pour supposément bâtir le meilleur pays du monde, on se rend compte que notre pays, c'est un pays en ruine, bâti sur aucune fondation solide. Le Canada est un pays perdu, sans ADN, sans rien. Un pays qui tient avec de la paille. Et là, aujourd'hui, on joue à la victime et des politiciens vont se servir de ça pour remonter dans les sondages, refaire des chèques, remettre de l'argent en circulation dans l'économie en imprimant des centaines de milliards de dollars, en donnant des subventions aux médias qui vont pouvoir continuer la même affaire qu'ils ont fait pendant la COVID. Moi, j'ai un mauvais feeling. Ma boule de cristal me ment rarement. Et c'est pas parce que je suis dans une version unplug un peu plus lente que je suis pas allumé en haut. Ce que je vois dans ma crise de boule de cristal, c'est que je vois le Parti libéral revenir au pouvoir, au fédéral, et je vois la CAQ revenir au pouvoir, au provincial. Puis, surprenez-vous pas, si on sent une montée dans les sondages, que François Legault va faire exactement la même chose que l'imbuvable Doug Ford de l'autre bord. Va profiter de la crise qu'ils sont contents d'avoir, qui va coûter des emplois, qui va coûter énormément de force à l'économie. On parle de 2-3 points faciles dans le PIB du Canada. Donc, il y aura des conséquences directes de ça. Mais les enfants de chienne de politicos, aidés par les médias subventionnés, vont s'amuser avec ça. Ce que Trump n'avait pas calculé, probablement, parce qu'il ne sait pas comment crazy qu'on est. Mais c'est le même qu'on est. Et c'est toutes les raisons du monde qu'on voit en l'espace de quelques jours, quelques heures. C'est là qu'on comprend pourquoi on est ce que nous sommes aujourd'hui. Tout est là devant nous autres. Le résumé de ce que nous sommes est exposé depuis à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. Et personne ne le voit. Personne vraiment le voit, sauf des gens comme nous autres qui sont comme out of the box et qu'on voit clairement ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, une chose est sûre, les gens qu'on envoie là-bas pour négocier sont probablement les gens les moins outillés pour le faire. Si vous me dites que vous reposez votre avenir dans les mains de Mélanie Joly, vous avez une crise de problème. Si vous pensez que Mark Carney est la solution à se tenir debout devant Donald Trump va le manger comme il mange ses frites McDo quand on le voit dans l'avion. Ça va prendre avec un peu de sel, un peu de ketchup et après 5 minutes, la boîte rouge est vide. Il va le bouffer de manière quasi instantanée. Mark Carney, c'est un Trudeau avec un diplôme en finance. Il est rien, ce gars-là. Il est rien. Un gars qui se cache déjà en passant. Fais attention à ce qu'il va, fais attention à ce qu'il dit, fais attention à qui il parle. Et c'est déjà commencé, le gars. On ne sait même pas c'est qui. On ne connaissait même pas ce gars-là, à part le fait qu'on entendait son nom de temps en temps. Et déjà, il y a les mauvais plis d'un politicien comme s'il était là depuis 15 ans. Donc, vous irez nulle part avec ça. Le seul moyen qu'on peut sauver le Canada, vous savez c'est lequel. Je sais que pour plusieurs, ça fait mal. Moi, ça me fait absolument rien. Moi, j'ai aucun attachement au Canada. Hier ou avant-hier? C'est avant-hier, je pense que j'ai... Non, hier matin. Hier matin, j'ai fait un post sur... Ouais, si vous voulez m'avoir dans la gang du oui, il y a une possibilité, mais voici ce que moi, j'ai... Les autres peuvent se écrire ce qu'ils veulent. Moi, c'est mes affaires à moi, c'est personnel à moi. Je vois que beaucoup de monde ont adhéré à ça, tant mieux. Mais on s'est fait répondre plusieurs choses par beaucoup de monde. Et puis ça les choque. Les nationalistes québécois qui veulent leur pays, ça les choque. Bon, vous êtes à 31%. Abelle ta pilule.
Puis, tu ne peux pas te passer de moi. Tu ne peux pas te passer d'aucun vote. Tu as besoin de te rendre à 51, au moins 52, 53, 55, 56, 57, peut-être même 60 pour avoir la légitimité de bâtir un pays. Donc, vous avez à nous entendre. Malheureusement, même si ça ne fait pas votre affaire, même si c'est quelque chose qui vous dérange. Ah, le port d'armes. Mais pourquoi, Jeff, le port d'armes? Le port d'armes, c'est pour nous protéger. Une petite ville est facilement contrôlable et un système autoritaire peut facilement s'installer. Avec un peuple qui est armé jusqu'aux dents, très, très dur de le faire. Les peuples qui ont été désarmés sont manipulés par leur gouvernement depuis 30-40 ans. Regardez-nous, juste nous autres. Juste nous autres. Puis regardez, je pourrais donner d'autres exemples. Il y en a qui, ça les dérange quand on donne d'autres exemples. Mais pensez-vous que les Cubains auraient encore un régime communiste si les Cubains étaient armés? Ça n'aurait pas duré 5 ans, cette affaire-là. Et aujourd'hui, ils sont pauvres, ils ont faim, ils sont désarmés complètement et leur seul moyen de s'en sauver, c'est d'embarquer sur un rafio pour essayer de se rendre en Floride 45 000 plus loin. C'est leur seul moyen. Donc, de là, le port d'armes. OK? Je truste zéro ces gens-là. Je truste zéro. Même avec un papier légal, je truste zéro. J'ai besoin d'un backup en sécurité. De là, le point. Donc, vous avez de la misère un peu avec beaucoup d'affaires là-dedans que j'avais exposé. Le dollar US, le fait qu'il n'y ait plus de frontières. Et je pense que ça s'applique pour le Canada. On doit s'asseoir avec Trump et on doit enlever la frontière. On ne sera jamais capable de livrer une frontière étanche. Elle est trop longue, on n'a pas les moyens, on n'a pas le talent, on n'a pas la rigueur. C'est trop loin, c'est trop long, c'est trop longue. Puis ce sera impossible. On aura toujours quelque chose qui nous prend au bout du nez, parce que là, on vient de créer un précédent, puis même les autres, je pensais que les démocrates ne joueront pas avec ça plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, vous rêvez en couleur. Ils vont continuellement jouer avec ça pour nous remettre le nez dans notre caca. Donc, le seul moyen, c'est de ne plus avoir la responsabilité de notre côté de la frontière. Et notre seul moyen d'être certain qu'on ne se fait pas reprocher ce qu'on est incapable de régler. On n'est pas capable de régler les ports. Le port de Sept-Îles, il rentre du fentanyl, du stock pour faire du fentanyl, il rentre de la coke, c'est une des places névralgiques en Amérique du Nord. C'est là que ça rentre. Tout le monde sait ça depuis toujours. Est-ce qu'ils sont capables de le contrôler? Non, ils ne sont pas capables. Donc, le seul moyen de le faire, c'est d'être avec un allié qui est puissant et qui est riche, qui peut engager beaucoup de monde avec des moyens technologiques qui sont inatteignables pour nous. Parce que nous autres, à chaque fois, on a besoin de quelque chose pour avoir un peu d'aide. On se tourne vers du stock chinois. Eux ne se tournent pas vers du stock chinois. Eux, ils ont leur propre stock. Donc, le seul moyen, c'est de faire un bouclier alentour du continent nord-américain. Si les Mexicains nettoient les cartels puis décident de se joindre, ils le feront à un moment donné. Mais occupons-nous de nous autres. C'est la seule solution. Et vous avez vu le dollar canadien manger une go hier quand Trump nous a dit non, samedi, il va y avoir des tarifs. Vous l'avez vu dégringoler. Boum! OK, perdu, je pense, une scène d'une claque. Boum! Merci, bonsoir. En bas de 69 cents. On ne peut plus fonctionner dans le contexte mondial actuel avec un dollar aussi imprévisible. Et dans toute l'aventure des monnaies, le BRICS qui est en train de monter la sienne. Que Trump a annoncé aujourd'hui que si jamais ces pays-là se joignaient au BRICS et qu'ils se faisaient leur propre monnaie et qu'ils boudaient l'argent US, qu'ils allaient être imposés à la hauteur de 100%. Mais n'empêche qu'il y a une volonté ailleurs d'avoir une monnaie forte entre alliés et il y a l'euro et il y a les crypto-monnaies. Donc, le dollar canadien là-dedans, il est complètement perdu. Et malheureusement, avec la guidance qu'on a, cette monnaie-là ne retrouvera jamais sa gloire à une pièce. Jamais, jamais, jamais. Donc, on doit avoir un dollar stabilisé. On doit avoir le dollar américain qui n'est pas protégé pour l'éternité, mais qui va nous donner une certaine stabilité. Et on doit avoir une entente avec l'armée. On doit avoir notre armée qui a été sous-financée, qui a été développée par une gang d'incompétents. Quand on regarde notre armée, incluant des gars que je connais qui ont été dans l'armée, qui me font des rapports de ce qui se passe à l'intérieur, il y a une honte d'être dans l'armée, même pour les gens qui y sont. Parce qu'ils savent qu'on est capable de mieux. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de mieux. On est qu'engrainé par la médiocrité, d'avoir été à côté sur une puissance. Si on était ailleurs, probablement qu'on se serait débrouillé mieux, ou encore on aurait été un méga échec sans la protection de l'économie à côté de nous autres. Peut-être qu'on aurait eu un méga échec, peut-être. Mais on est devenu complètement dépendant et dopé par les États-Unis et on s'est laissé aller carrément. Donc,
On ne mérite plus d'avoir notre propre armée, on mérite d'avoir une armée conjointe avec les États-Unis. C'est ça qu'on mérite d'avoir. Et plus de normes. On se promène avec un passeport qui est uni. Le nôtre peut avoir une feuille d'érable dessus. Si vous voulez garder votre crise de système de santé qui vous coûte je ne sais pas combien de milliers de dollars par année et vous ne voyez pas un esti de médecin jamais, mais regarde, vous le garderez, vous ferez votre référendum, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je veux dire, il faut que les choses de base soient réglées. Plus de frontières. On ne peut plus gérer ça. On n'est pas capable de gérer ça. Faut arrêter de se faire accroire et de faire accroire aux Américains qu'on va prendre nos patentes puis qu'on va régler nos affaires et nos bébites puis qu'on va être safe avec notre frontière. On ne le sera jamais. On est tout croche depuis toujours. On ne redeviendra pas douette de même. C'est pas vrai. OK? Donc, frontières, dollars, armée, passeport, vrai libre-échange, vraie libre circulation totale. Et savez-vous quoi? Oui, il y a des gens qui vont partir, des gens qui vont aller chercher une meilleure place pour la fiscalité, ils vont aller chercher de la meilleure température, ils vont aller chercher quelque chose qui leur ressemble plus. Oui, on va en perdre. Mais savez-vous quoi? Je pense qu'on va en gagner plus. Il y a des gens qui vont voir, il y a du monde qui vont allumer, du monde d'ailleurs qui vont dire, OK, il y a une opportunité. J'ai déjà été à la chasse souvent là, mais il y a plus que de la chasse. Il y a énormément de potentiel là. Boum, on s'en va. Et on le fait. Puis on s'en va là, puis on investit. Puis c'est attrayant de le faire parce que nous, on a ajusté toute notre fiscalité en fonction de la nouvelle réalité dans laquelle on est. On est attrayant. Ça peut tout se faire. Mais notre système socialiste nous a collissé à genoux, les amis. Le socialisme québécois, le socialisme canadien nous a crissé à genoux. Et il n'y a pas de moyen de nous sauver. Il n'y a pas de négociation qui va nous sauver. Il n'y a pas de fausses promesses qui vont nous sauver. Mélanie Joly ne nous sauvera pas. Mark Carney ne nous sauvera pas. Poilievre ne nous sauvera pas. Legault ne nous sauvera pas. Doug Ford ne nous sauvera pas. Personne ne va nous sauver. Il n'y a plus rien à faire. Surrender. Surrender. J'ai quasiment envie de vous mettre une petite tonne de Cheap Trick pour célébrer ma finale. Surrender. C'est tu t'abandonnes. Oui. Je n'ai plus aucune confiance aux leaders canadiens. J'ai plus aucune confiance aux leaders ontariens. J'ai plus aucune confiance aux leaders québécois. J'ai plus confiance en tous ceux qui les supportent. J'ai plus confiance en tous ceux qui travaillent pour eux derrière ces pancartes, ces façades de carton qu'on a, tous les hauts fonctionnaires. Je n'ai plus aucune confiance. J'ai le goût de crisser mon passeport dans la poubelle et de ramasser tout de suite mon nouveau passeport uni de l'Amérique du Nord. Je suis un Nord-Américain. Je ne suis ni Québécois, ni Canadien. Je ne veux plus être ça. Je suis un Nord-Américain. Puis, il y en a qui m'en veulent. Ah, t'es un traître, décrisse, etc., etc. I don't care. I don't care. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sentent comme moi. Plus Canadiens et plus Québécois. Parce qu'on était écœurés de perdre. On était écœurés d'être plus d'un play-off. On était écœurés de plus être de calibre pour la vraie ligue. On était écœurés, on mérite mieux. On est mieux que ça. On est meilleur que ça. Donnez-nous une chance de vous le montrer. On se reparle dans 10 ans. On va être on top. On va être dans les playoffs. On va être dans la même ligue. On a même des chances d'aller chercher la grosse coupe. Mais parce qu'on est devenu fainéant et dépendant, même ça, ça fait peur au monde. I'm a proud gars de l'Amérique du Nord. C'est ça que je suis. Avec multiples drapeaux. Mélangez-les, tiens. Drapeau US, drapeau canadien, une fleur de lys à travers. Mais c'est ça. Je suis un Nord-Américain, puis je suis vraiment proud de l'être. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Jeff Liberté. La PIDS, la boîte à PIDS, à Jerry s'en vient. Ken Pereira et également Nick Gagnon. Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. 100% Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte.
OK. La petite boîte à pizza du vendredi, mon ami Jerry. On commence avec quoi? Toujours les petites affaires qui traînent dans la... Ben, il reste toujours quelques pointes de pizza, mais il y a une affaire spéciale. Là. Non, ça c'est une affaire. Là. C'est peut-être que dans l'histoire, je pense que c'est un record français, mais possiblement, ça va être un record mondial qui est battu, ou qui va être battu. Là. Imaginez, ça c'est capoté, là. Imaginez, il y a un film qui sort au cinéma. Okay? Le film sort, il est sorti le 23 janvier. Aujourd'hui, on est le 31. 23 janvier, ça sort au cinéma. Il y a eu 564 représentations dans plusieurs OK, ouais, salles. tu parles de la version DI de Trois Mousquetaires avec la fille. Là. Oui, c'est ça l'affaire. 564 représentations dans des salles. Il y a eu 1271 billets. Si tu fais un calcul rapide, ça fait 2 personnes par représentation. 2. Les salles sont vides. Personne ne va voir le film. Il n'y a plus personne qui va là. Tout le monde l'a dans le cul, le film. Mais c'est un film woke, là. Et là l'histoire. Les Trois Mousquetaires. Okay, les Trois Mousquetaires, c'est une histoire qui a passé le temps. C'est un livre qui est sorti en 1840. Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Et c'est un roman de cap et d'épée. Là. C'est un roman de héros. C'est un roman de bataille. C'est un roman de... Et là, l'affaire, c'est que la réalisatrice, elle, une woke acharnée, elle a décidé de mettre ça un peu à son style à elle. Mais D'Artagnan, là, parce que tu as D'Artagnan, les mousquetaires, c'est qui? Athos, Porthos, Aramis, puis le jeune, le Flo. Bryan Adams, Rod Stewart et Sting. Voilà. Mais... tu te rappelles de cette version-là? Ils ont fait une chanson ensemble? Ben, le film, pour le film? Ben oui, les Trois Mousquetaires, la version des années 80. Avec, et on avait fait la toune, c'est une toune de Jim Valance et de... Three Musketeers. Exact. Oui. C'était la toune c'était une toune de Bryan Adams. Oui, c'est ça. Avec, le producteur John Motlange. Oui. Donc, Bryan Adams, John Motlange et Jim Valance, je pense. Et on avait décidé de faire une toune avec Sting et Rod Stewart, le fameux vidéo où on tourne le vidéo où toutes les trois arrivent en même temps et ça chante. Donc, c'était pour les Trois Mousquetaires. Oui. D'Artagnan, c'est un playboy, là. Un sauteur de douche, mais un playboy. Non, un sauteur de douche, mais c'est un playboy. D'Artagnan, c'est un flot de... L'histoire, c'est un flot de 18 ans qui veut rentrer dans la garde royale. Le gars, il est bien habile, capable de se battre, puis lui, il veut rentrer dans la garde. C'est un peu ça l'histoire, en gros, là. Mais là, dans le film, les mousquetaires, c'est des monsieur-madame. Des filles avec des... Ben oui! Dans le film, les mousquetaires, c'est des monsieur-madame. C'est des madames avec des moustaches. Non, ça peut pas marcher, là. Ben, ça peut pas marcher. As-tu du monde qui a mis de l'argent dans un film de même? As-tu du monde qui a investi de l'argent pour vrai dans un film de même en pensant qu'il allait pouvoir récupérer leur argent? Voyons. Le wokisme, puis que la salle soit vide, là, tu peux pas savoir comment... Moi, je suis très heureux de cette nouvelle-là. Là. Moi, je suis très heureux. Moi, je suis un gars de classique. Okay? Oui, quand tu veux scraper un classique, regarde, tu veux le scraper, on va le scraper comme il faut. Si, mettons, tu inventes une nouvelle histoire, les personnages, tu peux les mettre à ta main comme tu veux. Tu inventes une nouvelle histoire. Mais si tu fais un film, je sais pas moi, tu fais un film sur je sais pas moi, la conquête de l'espace, puis Neil Armstrong, je sais pas, mais c'est une lesbienne noire. C'est une lesbienne noire aux cheveux courts. C'est un gars de petite taille noire. Pas de pénis. Non, mais tu dis, ben non, Neil Armstrong, c'est pas... Non, oui, lui, là, tu dis, OK, lui c'est un nouveau... OK, le personnage, il représente comment dire,
Non, le personnage, c'est Neil Armstrong. De quoi Neil Armstrong? De quoi tu me parles, de Carlis? Neil Armstrong, c'est un pilote de chasse. Là. Neil Armstrong, c'est un astronaute. Faut jamais toucher à des classiques. By the way, la France a peut-être 1 million de défauts. La France, là, c'est ça. Il y a un défaut qu'ils n'ont pas. Fais pas un graffiti sur un mur de pierre. Et de un, t'as une claque sur la gueule. Et de deux, touche pas au classique. C'est un livre d'Alexandre Dumas. Va pas là! Les mousquetaires, là, c'est des batailleurs, c'est des baveux, puis c'est des playboys. Hein? Non. On va faire, nous autres, des monsieur, madame en mousquetaire. Crise de calice. Comme tu dis, Jeff, ceux qui ont financé ce film-là, des crevés. Hein? Des crevés. Crevés. Un flop inimaginable, puis possiblement, ça va être un des pires flops de l'histoire. C'est le pire flop de l'histoire du cinéma français. Là. C'est Disney. Well deserved. Qui crève. Même Allociné, c'est un genre de site de cotes de films français. Allociné, ils ont enlevé les cotes pour le film. Parce que la cote la plus basse, c'est à 0,5 sur 10. Mais l'affaire, c'est que quand tu cotes, tu es une demi-étoile, une étoile, une patente. Tu sais, quand tu cotes les films, les autres, ils ont dit, non, si on enlève les cotes. Parce que c'est un désastre. Les messages, c'était des désastres pour les 1271 personnes qui ont vu le film. Le monde l'ont-tu dans le cul? Touche pas au classique. Ne touche pas au classique. Tout à fait de même par rapport au film. Tout à fait de patente. On est là-dedans un peu, là. Netflix. Bon, Netflix. Parce que Netflix, là, tu regardes, on l'a vu, le dernier résultat de Netflix, c'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait incroyable. Tu as du live. Le live a été très, très payant pour Netflix. Après ça, tu as Squid Game. Aime pas Squid. M'excuse. Si tu regardes dans tout ce qui s'est écouté sur Netflix en nombre d'heures, on le met en nombre d'heures, 1 heure, 2 heures, bien, c'est Squid Game 1, c'est 1,650 milliard d'heures. Son numéro 1 depuis... Squid Game 1, c'est ça qui était le plus écouté sur Netflix depuis que Netflix existe. En deuxième position, c'est Stranger Things. Après ça, tu as eu Wednesday. C'est plus que 1,650 000 heures. Non, pas 1 million, 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Ben oui. 1,650 milliard d'heures. Alors, moi, j'ai adoré Squid Game, pour vrai. OK. Stranger Things, deuxième. Le numéro 4, je veux dire, la saison 4. Wednesday, là, je connais pas la fille. Wednesday, c'est la fille. Ben, la fille, c'est un personnage. Oh, c'est un personnage, OK. Je le connais pas. C'est une fille. OK, c'est une fille. Donc, Wednesday, épisode, c'est numéro 1. Hop, gadon, Squid Game 2. Il vient de passer en 4e place. Le monde n'aime pas ça, Squid Game. Squid Game 2, c'est 1,1 milliard, l'affaire de fou. Là. Pour ça, tu as eu Dahmer, tu sais, le tueur en série, la patente Dahmer, Casa des Papel, Bridgerton, puis on défile. Mais là, l'histoire, c'est que si tu regardes les succès de Netflix, les 2 Squid sont dans le top 5. Et là, Disney, compétiteur. Disney, eux autres, depuis l'année passée, tranquillement, il paraît que Disney là, sont en train de scanner de ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se fait en Asie? Parce que l'affaire, c'est que ces chiffres-là, il y a beaucoup d'Asie là-dedans. Là. On t'entend-tu que la série qui est sud-coréenne attire beaucoup les gens de l'Asie? Mais là, il paraît que Disney est en train de, depuis 1 an, ils sont en train de scanner tout ce qui se fait en Asie pour essayer de trouver du stock intéressant pour mettre sur Disney, pour trouver, autrement dit, comme trouver la perle, trouver quelque chose d'asiatique qui pourrait pogner. Ça veut dire parce que si tu regardes les succès de Netflix, tu as les 2 Squid dans le top 5. Là. C'est pas rien. Wednesday, que tu parlais tantôt, là, je me suis mêlé. Parce que tu sais pourquoi je me suis mêlé? C'est que dans Stranger Things, la fille, elle s'appelle Wednesday.
Mais il y a eu une série Wednesday, puis ça provient de la famille Adams, là, tu sais. La petite fille, la petite famille fille, elle Addams. s'appelle Wednesday aussi. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Je savais pas. Je défile mes patentes de petite bouchée de pizza, petite gorgée de Coke Diet. Parce que c'est la boîte à pizza. Ben oui. Je prends la dernière pointe qui est dans la boîte. Là. Non, laisse-moi les. OK, je te laisse. OK, ça marche. Mais j'ai pris une mordée dedans. Non. La ville, vous l'avez entendu, là, il y a quoi? Il y a quelque temps, la ville de New York a mis un payage à 9 $ pour entrer à Manhattan avec un véhicule normal, là, pas un camion, là, un véhicule, un char. Donc, tu rentres à Manhattan avec un char normal pour la partie sud de Manhattan. Autrement dit, c'est ce que j'ai compris, le Central Park, puis ce qui est au sud. Donc, si tu vas là, ça coûte 9 $ rentrer. Puis, à date, ils font ça pourquoi? Ils ont fait ça pourquoi, la ville de New York? Ils ont fait ça une bebelle verte de ciboire. c'est ça, une patente green, trop d'auto. Et là, l'affaire, c'est que depuis qu'ils ont mis le 9 $, OK, il y a 43 000 autos par jour de moins. Ah. C'est 7,5 % de moins d'autos qui rentrent à chaque jour. Ben, quand même. Le métro, OK, a augmenté de 12 %. Les autobus, l'augmentation de 10 %. Ce que je veux vous dire, c'est que le payage à 9 $ à New York, là, ça marche en tabarouette. Leur idée marche. Leur idée fonctionne. Donc, les chars, ils vont pas. Ben, Christophe, c'est 43 000 chars de moins par jour. Yeah. En moyenne. Non, mais, C'est ça qu'ils veulent? Ce qu'ils voulaient faire avec le 9 $, le plan Green fonctionne. Et si le plan Green fonctionne à Montréal, à New York. Ah ouais, je pense. OK, toi, tes yeux, tu trouves que ça marche. Mais, donc, ça veut dire que tu penses que les 43 000 chars qui viennent pas, ils viennent soit par le transport collectif ou ils viennent par un Uber ou un autre moyen, OK. c'est ça? Non, t'as peu. Mais d'un coup, que ce monde-là ne vienne pas sur l'île du tout, qui ont changé leur habitude, Oui. comme ça se passe à Montréal depuis à peu près 25 ans. C'est la mort des commerces, c'est la mort des... c'est la mort. Oui, comprends? mais... Non, mais je comprends. En fait, c'est que je te dis que leur plan machiavélique fonctionne. Oh oui, ça je sais. Ben, on ne peut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Ils marchent. Le résultat de tout ça va être catastrophique. Moi, je pense. Mais leur plan marche pareil. Et là, l'affaire, c'est que la ville de New York a dit, ouais, là, on va vérifier un peu, là. On va vérifier parce que est-ce que les gens rentrent par ailleurs, par d'autres places? Exemple, par le nord. Comme on dit, par Harlem, là, puis ce coin-là. Ils rentrent par où? Ils veulent checker, voir si le monde, le monde est fin finaux. S'ils rentrent par une autre place, pas toi, tu sais, y a-tu des. Oh, ils contournent le péage. Ils essaient de contourner le péage. Donc puis le péage, il est tout récent, ce péage-là. Là. C'est tout récent. Ben, c'est parce que s'il va 5 fois par semaine, c'est 50 pièces. Ben oui, voilà, c'est 50, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le résultat de New York, les Green New-Yorkais, ils ont le sourire d'en face. Mais il y a une ville, Montréal, ils vont s'inspirer de ça. C'est sûr. Ça marche à New York, ben, ça va marcher à Montréal. Ben oui. Inquiétez-vous pas, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Ça, c'est sûr que la grénitude à Montréal, ils vont dire « Wow! Merci les New-Yorkais. » Ah oui, c'est sûr. Vous allez en rentrer. Du payage à Montréal, pour rentrer, ça va arriver. Là. On va le voir. Là. À New York, ça marche. Hey, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. Bon, Mr. White m'a envoyé toutes sortes de petites patentes. Et c'est une vidéo, puis c'est un vrai vidéo. C'est un gars, qui est sur TikTok. Là, okay? C'est un gars. Le gars, dans ses poches, il y a un 10 €. Il y a un billet de 10 €. Il y a un billet. Puis le gars, il rentre dans un genre de dépanneur. Tu sais, un genre de petite épicerie dépanneur. Tu sais, il rentre là, mais dans ses poches, il y a un billet de 10 €. Le gars, il rentre dans le magasin. Il est en Espagne. Viva España.
Si tu veux bien vivre, non, attends un peu. Je reprends mon affaire. Si tu es de classe moyenne pauvre, la plus belle place à vivre au monde, c'est en Espagne. Il n'y a pas une autre place dans le monde que tu peux vivre comme ça. Peut-être il fait beau comme le Christ. Peut-être au Portugal. Oui, au Portugal aussi, ça. Il fait beau comme le Christ. Le monde est souriant. Puis t'es sur le party pas mal toute la semaine. Puis t'es pauvre. Ça, c'est très, très le fun. Un peu comme nous autres dans les années 70-80. Oui, exactement. Le gars de Jeff, pas des gros salaires, pas des grosses affaires, mais tout était à prix raisonnable. Puis on n'avait pas l'impression qu'il nous manquait quelque chose. C'est ça. On n'avait pas de luxe tant que ça, mais on avait du fun, puis ça coûtait rien. Des affaires de base. Ça veut dire, prendre un pichet de bière, ça veut dire, c'est pas... C'est du luxe, ça? Non. Je sais pas, mais... Moi, je pense que c'est pas du luxe. Prendre un pichet de bière. Là. En tout cas, le gars, il rentre dans... Ça coûtait combien, un pichet de bière à brasserie en 1984? 5 bières et demie. Tu te rappelles que c'était 5 bières et demie? Oui. Un pichet... C'était 5,50. Moi, c'est ça, 5,50. 5,50, 5 bières et demie. Mm-hmm. Puis il y avait des promotions à 4 piastres. Oh, c'est ça. Dépendamment des heures. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, le pichet est moitié de ça. C'est 21 piastres. Oh oui. Non, ça tient plus de bout. Ah oui, c'est une pinte, c'est même plus une pinte, là. Donc, ils ont coupé. Mais, tu sais, la pinte, là, pour voir la différence entre le 22 onces puis le 16 onces, il faut quand même que tu checkes un peu. Tu sais, des fois, je me suis acheté un boc chez Ikea vendredi, puis je dis, il y a combien d'onces dedans? Je n'étais plus sûr si c'était 16 ou 22. Donc, j'ai mis l'eau avec une tasse, là, puis j'ai vu que c'était un 17 onces, à peu près 17 onces et demi. Mais je n'étais pas sûr, je me suis dit, ça ressemble à 22 onces. Donc, tu sais, des fois, à l'œil, c'est un peu, dépendamment de l'épaisseur du verre, mais Chris, le gros pichet qu'on avait, là, 1,5 pied de haut, comparé au petit pichet d'eau maintenant qui remplissent pour mettre de la bière dedans, c'est-à-dire, c'est assez évident qu'on est passé de 5-6 bières à même pas 2 bières et quart, là. Mais là, il est rendu, au moins, s'il avait gardé le même prix, il était à 5 piastres et demi, 6 piastres pour de la bière en fût. 6 boires est à 21 piastres. C'est crazy, man. Donc, mon gars rentre dans le magasin avec son 10 €. Il se prend un panier. Petit panier, pas un petit panier. Il arrive, il se met une bouteille de vin blanc. Il se met une cruche de limonade. Genre d'1 litre de limonade. 1 litre de vin blanc, une cruche de limonade. Il s'achète un paquet de chorizo, 200 grammes. Il achète un morceau de fromage, 200 grammes, un genre de brie. Il prend un paquet de pâte alimentaire, un petit paquet de pâte. Il met 1 litre de lait. Il met une canne de sauce tomate. Il met une grosse canne d'orangeade. Il se met 1 litre de bière. Il me semble qu'il y a un petit dessert aussi. Oui, un petit dessert. Non, à la fin, il se met une petite barre de chocolat. Il arrive à la caisse, il donne le 10 € puis il part avec son stock. 10 €. Chez nous, c'est 30 piastres. Ah, facile. 30 piastres, il faut que tu magasines. Tu prends pas les meilleures marques. C'est le point que j'expliquais hier. Puis je l'ai fait avant hier, là, puis je ne sais pas dans quel podcast on en parlait hier. Mais c'est ça, la patente. Tu sais, je veux dire, le point de Rick, le rocker trucker, sur sa poutine saucisse, oui, c'est que t'es au Connecticut. C'est une place de riches. Notre chum Jack du Cosmos demeure là, en passant. Il est marié avec une femme qui reste au Connecticut. Donc, il est là. Connecticut, c'est surtout... la capitale mondiale de l'assurance, c'est Hartford. Après ça, vous descendez, vous allez jusqu'à White Plains, puis ces places-là, vous allez être à côté sur New York. C'est riche, là. Le salaire moyen, c'est 66 000. Là. Nous autres, c'est 46 000. OK? Donc, le dollar canadien, le dollar US, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Là. Mais nous autres, en principe, c'est pas grave tant que ça d'être plus pauvre que tout le monde. OK? Oui, mais non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas grave si tu es dans une place qui est des salaires pauvres, mais que quand tu arrives à l'épicerie, avec ton 10 piastres, tu fais une patente de même. Ben oui. C'est ça. Ici, on est une place de riches avec plein de pauvres. Non. On est une place chère avec des pauvres. On n'est pas une place de riches. Dis pas ça, don't say that. On est une place pauvre. Le Connecticut devrait avoir nos prix et on devrait être moins cher que le Connecticut beaucoup parce qu'on est beaucoup plus pauvre. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pas ça qui arrive. Le Connecticut est 20 000 piastres de plus d'un salaire. Il arrive avec un repas, 2 bières, ça coûte à peu près 21-22 piastres. Puis là, tu dis,
Chris, c'est le prix qu'on devrait payer ici, mais nous autres, on n'a pas... nous autres, on devrait payer même moins que ça. On devrait payer 15-16 piastres canadiens. On est pauvres. Mais c'est ça que quand tu parles de l'Espagne, tantôt tu parlais du Portugal, tu peux parler de la Grèce, à peu près la même affaire. Exact. Donc, c'est pas grave d'être moins riche, c'est pas grave d'être plus pauvre, pas grave d'avoir des salaires plus bas. Si le coût de la vie fait que tu en as plus, ben finalement, c'est ce que tu as qui est important. C'est pas le T4 qui est important. Tu sais, le rapport d'impôt, il l'est, là, mais il est bien plus pour le gouvernement que pour toi. C'est ton pouvoir. Tout devrait être basé. Les indices devraient être basés sur notre capacité de consommer des affaires. Pas sur des chiffres de salaire, pas sur le salaire minimum. C'est pour ça que j'ai toujours adoré l'indice Big Mac. Oui. L'indice Big Mac, c'est ça qui est idéal. Parce qu'on sait qu'ils vendent des Big Mac partout dans le monde. Fait que tu peux Exactement. Tu sais, chez nous, là, le Big Mac, le trio, devrait pas être à 12 piastres. Ça devrait être aux alentours avec les taxes, ça devrait être aux alentours de 8,99 max. Mais c'est nous autres qui l'a le plus cher, alors on est plus pauvres. Ça marche pas toute la calice d'affaires. Marche pas. Donc, c'est ça le point que t'expliques. C'est carrément ça. Il y a du monde qui ont des salaires, comment dire, je vais dire, pas normaux. C'est sûr qu'il y a du monde qui gagne 3 000 € par mois, 4 000 € par mois. On s'entend-tu là? Mais encore là, si leur appartement est à 650 par mois. C'est ça. Mais la personne que tu croises sa rue, là, et tu t'en vas dans le quartier où ma soeur reste, là, tu croises quelqu'un sa rue, là, la fille, elle sort du supermarché. Là. La fille, à 30 ans, elle sort du supermarché. Là, elle gagne 1 300, 1 400 € par mois. Elle, c'est ça qu'elle gagne. À peu près. Là. Mais Christophe est allé voir sa chum à Londres en fin de semaine passée. Oui. Puis là, quand tu passes devant le restaurant, Chris est assis là avec des amis de filles. Tu repasses le lendemain soir, ils sont encore assis au restaurant. Puis le surlendemain, tu vas manger au restaurant, puis il est encore là. Oui. Puis je connais pas l'imposition puis les taxes en Espagne. Ils payent de l'impôt. En plus de nous autres, en plus que c'est 46, c'est 20 de moins. Puis Chris, tu te fais manger au complet, là. Pas le manger fun. au complet. Mais la fait, c'est que ton forfait de cellulaire, il est pas cher. Après ça, l'autre patente-là, les forfaits cellulaires, il y a des genres de forfaits de cellulaire à 16 €. Le forfait cellulaire à 16 €, puis si tu prends l'iPhone, ben là, mais si tu prends, il y a un petit Android qui vient avec ça, là, puis 200 €, tu t'en vas avec. Non, tabarnak. C'est la classe moyenne pauvre, puis ils vivent comme quelqu'un ici de classe moyenne. La gang de Bell, là, c'est un package que pas pire. On n'est pas rendu à 1000 par année, là, mais ça s'en vient. Ça vient pas mal là-dessus. Là. Ben, après moi, c'est pas mal là. On est pas mal target à 1000 piastres. Il faut que je te revienne sur une petite patente. Je n'ai glissé un mot cette semaine. C'est quelque chose qu'en ce moment... Je t'ai parlé du partenariat entre X, Elon Musk, et Visa. Parce que X veut sortir... Ça, c'est un rêve depuis longtemps, depuis que Elon Musk a X, de sortir le X-Money. Le X-Money. Moi, c'est un genre de crypto, ça? Non, le X-Money. Le X-Money, c'est... OK, la patente d'échange de cash entre les abonnés. Oui, mais échange de cash, mais au début, c'est ça l'affaire, c'est que je dis, je vais aller relire là-dessus, parce que je dis, échange de cash, c'est du monde qui s'échange. Tu sais, tu as un wallet, tu as de l'argent, tu as du vrai cash, là, de l'argent. Puis, Jeff, je t'envoie 50, tu as payé telle affaire, je t'envoie 20 piastres. Je te ship un 20, je te ship un... On s'entend-tu, là? Mais c'est X-Money, ça va être plus que ça, là. Ça, c'est le début, là. Parce qu'en ce moment... X, ils ont des licences, parce qu'en ce moment, ils attendent après les licences, parce que chaque État aux États-Unis a sa réglementation. En ce moment, il y a 41 États où tu as la licence pour faire des transferts d'argent de patente. Mais là, d'ici un mois ou deux, là, ça va être réglé. Mais c'est réellement une banque numérique, là, au final. Le projet va commencer avec des affaires de transfert d'argent entre deux personnes, mais au final, ça va être une banque numérique, là. On parle de compte d'épargne, on parle de carte de débit, on parle de prêts, des petits prêts. Là. Tu ne te rappelles pas pour ta maison, mais tu vas pouvoir faire des prêts. Donc, ça va être un genre de
fintech, là, d'une manière. Là. Comme les créateurs, ceux qui font du contenu là, sur X, là, ben, eux autres, ils vont avoir, autrement dit, eux autres, ils vont avoir comme leur compte de banque là, sur X. Là. Autrement dit, eux autres, ils viennent jouer directement dans les pattes à Venmo, à Wise, à PayPal, à Stripe. Ils vont jouer là-dedans. Là. Ils vont jouer. Ça, c'est tannant, ça. Là. Ça, là, c'est pas mal tannant. Mais imaginez un instant. OK? PayPal, ils ont combien d'utilisateurs actifs? PayPal. Ils ont 400 millions d'utilisateurs qui se servent de PayPal. C'est un petit peu en baisse, PayPal, depuis quelques années, là, l'utilisation. Mais X, ils ont combien d'utilisateurs? Il y a combien de monde sur X? On est rendu 200. Combien? On est rendu 600 millions. OK. Attends, donc, ceux qui se sont sauvés, ça n'a pas marché bien. Non. On y a 600 millions. J'ai allé checker à 2 places, c'est ça que j'ai vu. Là, c'est quoi? C'est utilisateurs actifs par mois. Je ne sais pas trop comment dire ça. Ouais. Il y a beaucoup de monde sur X. Là. OK. Mais si une grande partie, je te dis pas que c'est 600 millions de personnes, mais si je te dis, mettons, qu'il y a une personne sur 6 décide d'être client de X Money, bonjour. Là, ça fait un gros morceau. Là. non. Là, ça fait un gros morceau. Là. Cette nouvelle petite banque-là, elle n'est pas si petite que ça. Là. Puis là, les transferts d'argent, le ci, le ça. OK, tu me payes avec X-Money, je te paye avec X-Money, ça devient une habitude. Mais c'est même ça marche, là. Là, je te paye avec ça. Watch out, là. Watch out, Elon. Il s'en vient tranquillement. Hein? Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais comme je te dis, en ce moment, ils attendent la réglementation de certains États. Là. Ils taponnaient de la bureaucratie dans patente. Là. Thank you, mon Jerry. Bon week-end pour les boîtes. La boîte est en break pour 2 jours. Bon week-end. Pas de football. Pas de football. Mais toi, est-ce que tu as un petit golf de prévu ou tu as un petit. Ouais, je devrais peut-être essayer de trouver un moyen de jouer au golf en fin de semaine. Là, mais j'ai est-ce qu'une petite plage? C'est parce que je m'en vais jeudi, hein. Je m'en vais dans l'hiver jeudi, oui. Donc j'ai quelques petites affaires que je veux finir aussi. Mais d'ici l'hiver, pourquoi tu ne vas pas faire un petit bout de plage? Mais moi, j'en rêve. Là, oui, probablement qu'on y va demain. Oui. OK, bon, parfait. Ouais. Une petite plage. Obligé de passer la journée là. Tu vas faire un petit bout de plage. Non, coupe de d'heure, puis tu en ramasses. C'est ça. OK, take care, bon week-end. Puis voilà pour la boîte à pids de retour lundi, les amis. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. La Fédération canadienne des contribuables a fessé dans le tas cette semaine. On a pu voir Nicolas et ses acolytes canadiens qui sont allés carrément au Parlement. Et vous avez mis votre poing à terre, mon ami Nick. Vous avez brassé pas à peu près. J'étais fier de toi, j'étais fier de vous autres. Raconte un peu toute l'aventure derrière ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de faire ça? Qu'est-ce qui vous donne ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui vous donne, je vous dirais aussi, les ressources financières? Raconte-moi un peu comment vous fonctionnez. J'ai été impressionné, puis j'étais bien fier de ce que vous avez fait cette semaine. J'ai bien hâte de voir le outcome de ça. Ben merci, puis oui, effectivement, c'était tout un gros coup qu'on a frappé cette semaine, puis on espère en faire d'autres de ce type-là dans le futur, mais pour répondre à peu près toutes tes questions, parce qu'il y en a quand même plusieurs auxquelles je pourrais répondre dès maintenant, grosso modo, on est quand même une organisation qui est assez bien installée au Canada depuis au moins quasiment 35 ans, fait qu'on a quand même toujours des activités de levée de fonds et de financement toujours actifs pour être en mesure être en mesure de payer les salaires du monde qui travaille dans la FCC que être en mesure de faire des stunts de ce type-là. C'est pas la première fois qu'on va en justice pour intervenir. On a déjà fait des interventions similaires dans le passé pour la loi sur la transparence qui touche les Premières Nations. Des questions, par exemple, parce que je sais pas si le monde s'en souvient, mais dans le temps, avec Stephen Harper
il y avait essayé de faire passer un projet de loi justement par rapport à la transparence qui touche les Premières Nations, puis finalement les libéraux l'ont aboli, ce projet de loi-là, qui faisait en sorte qu'il n'y ait plus de reddition de comptes. Fait que la FCC s'est battue à l'époque en cours. On s'est aussi battu en cours contre la loi anti-pipeline ou anti-oil tankers dans l'Ouest, qui empêchait là, essentiellement là, des transporteurs pétroliers essentiellement de passer puis d'aller en Colombie-Britannique. Fait qu'on a fait plusieurs activités de ce type-là dans le passé. Puis cette fois-ci, on a décidé de consolider nos efforts pour être en mesure d'aller en justice contre l'Agence du revenu du Canada. Dans le fond, c'est la conférence de presse qu'on a faite lundi essentiellement. On a déclenché la guerre contre l'Agence du revenu du Canada sur la prémisse que cette agence-là n'a pas le droit de percevoir l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital qui a été annoncé par le gouvernement Trudeau dans son dernier budget en 2024. Nous, on y va sur la prémisse la plus importante qui est pas de taxation sans représentation, no taxation without representation. C'est pas un concept qu'on garoche en l'air, c'est pas non plus quelque chose qui est uniquement propre aux Américains. C'est propre aussi aux Canadiens. La section 53 de la Constitution canadienne stipule que seul le Parlement peut voter des augmentations d'impôts ou en créer. Et dans ce cas-ci, cette augmentation d'impôts-là n'a jamais été votée. Donc, nous, on a pris les grands moyens pour aller en cours. D'abord, il nous fallait un case, il nous fallait un cas des plaintifs, essentiellement, parce qu'on ne peut pas y aller seul de notre propre chef. Il nous fallait quand même un cas pour être en mesure d'établir une forme de jurisprudence et aussi être en mesure de généraliser ce cas-là pour les autres qui pourraient faire des plaintes par la suite. Mm-hmm. Et donc, on est allé voir une famille qui nous avait contacté en Ontario, qui s'appelle la famille Vosteveld. Ils habitent à Mapletown et eux autres, c'est pour une histoire, dans le fond, qui ont un terrain familial qu'ils ont vendu sur lequel ils ont 2 propriétés que leurs enfants habitaient. Leurs enfants ont vieilli, ils sont installés ailleurs avec leur famille. Donc, eux, ils ont essayé de vendre leur propriété, puis ils se sont fait ramasser par l'impôt sur le gain en capital qui même s'il n'a jamais été voté, s'applique depuis juin 2024. Dégueulasse. Sérieusement, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Puis c'est essentiellement, puis on s'entend là, pour un terrain, le monde pense que ça touche que les riches, ça touche que des gens d'une certaine classe, donc ça peut toucher n'importe qui. Dans ce cas-ci, c'est un terrain familial qui vendent, puis on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars supplémentaires en impôts sur le gain en capital par rapport à tout ce qui devrait déjà être payé en impôts. Donc eux, ils ont contacté et on a pris leur cas et on s'en va en justice. On a levé de l'argent auprès de nos donateurs, auprès de nos supporters. Et on a été en mesure d'avoir les moyens nécessaires pour pousser ça en cours. On va espérer avoir un gain de cause. On va espérer aussi que ça soit accéléré parce que veut pas, le temps presse, la saison des impôts s'en vient. Fait qu'il y a bien du monde qui sont pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, si jamais le juge vous donne raison, là, est-ce que chacun des autres doit aller en cours ou ça va faire jurisprudence pour tout le reste puis t'as pas besoin d'aller en cours dans le sens... Est-ce que, un peu comme tu as expliqué, là, est-ce qu'il y a un espoir que ce jugement-là soit donné à tout le reste? Parce que là, je veux dire, j'espère que le gouvernement n'a pas l'intention d'aller en cours à chaque fois avec notre argent pour aller représenter alors qu'ils n'ont pas de loi pour s'appuyer puis qu'ils savent qu'ils sont probablement hors la loi. Ils sont hors la loi. Je veux dire, j'espère que cette première décision-là va faire jurisprudence pour tout le reste puis qu'on n'aura pas besoin de se battre à chaque fois que quelqu'un veut avoir 50 au lieu de 66 % de ses gains qui sont imposés. Non, effectivement, nous, ce qu'on espère, c'est que vu qu'on y va sur un argument constitutionnel, ça va s'appliquer à tous les plaintifs et donc, de facto, ça devrait servir de jurisprudence. Rendu là, c'est sûr qu'on tombe dans les détails légaux, puis malheureusement, je suis pas un avocat, donc je pourrais pas aller plus loin. Mais il n'en reste que, on espère que oui, ça va permettre justement à ce qu'il n'y ait pas d'autres cas qui se rendent en cours. Il y a quand même des craintes que malgré le fait qu'on gagne, il va y avoir d'autres combats à mener qui vont quand même mener à des... je dirais d'autres poursuites judiciaires contre l'Agence du revenu du Canada et le gouvernement canadien. Parce que si on gagne, et je pense qu'on a des bonnes chances de gagner, ça va démontrer donc qu'il y avait dans le fond, il n'y avait aucune raison de commencer à percevoir cet impôt-là à partir de juin 2024, comme ça a été annoncé. Et la réalité, c'est que, bon, il y a du monde qui sont lésés parce qu'ils payent un impôt sur le gain en capital que j'espère qu'ils vont être remboursés pour ça. Mais par-dessus le marché, il y a du monde qui se sont dépêchés à vendre leurs actifs pour éviter d'être pénalisés par une hausse d'impôt. Oui, c'est vrai, ça. Ces personnes-là, ils sont pris au dépourvu parce que là, finalement, la hausse d'impôt s'appliquera pas. Puis donc, ils ont essayé de tout faire du mieux qu'ils pouvaient pour économiser quelques dizaines de milliers de dollars sur leurs actifs en disant, on va vendre avant le 24 juin pour être sous l'ancien régime. Puis là, ils sont dépêchés à vendre. Finalement, la hausse d'impôt s'applique pas. Puis là, ils ont plus leur actif qui auraient peut-être vendu 3-4 ans plus tard, le temps qu'il y ait un gain de valeur plus important. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des gens qui ont été pénalisés de part et d'autre. Donc, c'est sûr que nous, on va aller de l'avant puis on espère avoir une victoire qui va être symboliquement régler un peu le fiasco. Mais vraiment, le gouvernement Trudeau, avec cette hausse de l'impôt-là,
comment il l'a mis de l'avant, essentiellement parce qu'il a juste fait une motion de voix et de moyens à la Chambre des communes après avoir déposé le budget, puis après ça, ils n'ont rien fait, puis ils ont prorogé le Parlement, puis là, on sait que la hausse d'impôts s'appliquera possiblement jamais, mais il a créé toute une confusion avec l'Agence du revenu, qui, eux, ils savent même pas quel impôt doit s'appliquer, là. Je veux dire, ils sont pas mal dans les limbes en ce moment, puis... Je veux dire, parce que les conséquences sont énormes pour ça, mais on espère que ça va être une victoire pour tout le monde à la fin de la journée. Là. La question que je me pose, là, c'est par rapport aussi, puis pour la majorité du monde, c'est-à-dire les rapports d'impôts, ça, c'est ton comptable qui va le faire. Il y a quelques-uns qui vont le faire eux-mêmes, le rapport d'impôts. La majorité du monde, ils ont des comptables, il y a des bureaux de comptables. Les comptables sont comment là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'ils disent Les comptables, aux clients? ils disent de payer le 66. Ben voilà, mais ça, le comptable, il dit de payer sur les 6. Ce qui est dégueulasse en passant. Plus tard, de te faire rembourser. C'est ça qu'ils disent à leurs clients, les comptables, non? Oui, c'est ce qu'ils disent. Okay, c'est problématique. C'est carrément problématique. Ils demandent effectivement de payer 66%. C'est plus élevé, mais en même temps, eux, ils se basent sur le fait que l'Agence du revenu du Canada applique quand même cette hausse d'impôt-là. C'est totalement ridicule parce qu'ils n'auraient jamais dû l'appliquer en premier lieu, mais ils maintiennent l'augmentation pareil. Fait que les comptables, eux, ils ont comme pas le choix de s'orienter en fonction de l'Agence du revenu, sinon ils vont se faire retourner le dossier en disant la déclaration est pas bonne. Je comprends, je comprends. Donc, c'est complètement ridicule. Puis, le pire là-dedans, c'est qu'à la fin de la journée, l'Agence du revenu du Canada, c'est juste des fonctionnaires. C'est plate à dire, là, mais ils n'ont pas de droits, eux autres. Là. Eux autres, ils ont appliqué la loi de l'impôt. Oui, la loi de l'impôt, elle n'inclut pas actuellement d'aller chercher plus d'argent dans un gain en capital. Moi, ce que ça me fait, c'est que, tu sais, des jeunes, on se faisait dire tel pays, c'est un peu douteux, il n'y a pas de droit, c'est pas une société de droit, c'est pas, tu sais, on se fait désaccroire, là. Moi, depuis la COVID, j'ai vu que notre société de droit et mes droits, ils ont été pas mal écrasés. Puis là, encore un autre exemple de même. Je me dis, finalement, on est beaucoup plus république de bananes qu'on pensait qu'on était. Puis là, je me fais pas d'illusions, là, j'espère. En principe, vous n'auriez même pas besoin d'être là. En principe, vous allez gagner automatiquement. Moi, c'est drôle. Être juge, je reçois ça, puis je dis, regarde, on ne perdra pas de temps à un procès avec ça. Là. Je vais donner mon résultat tout de suite là. Allez pas perdre l'argent du monde puis l'argent de votre client, etc., etc. Voyons, il n'y a pas de loi. Je ne peux pas m'appuyer sur une loi pour gérer ça. La loi, c'est 50%. Donc, mais depuis la COVID, les juges aussi, même avant ça, les juges sont dans ce système de République de bananes-là. Là. Ils ont été nommés par ces politiciens de République de bananes-là. Là. Vous allez voir que les juges peuvent vous surprendre, là, même si, en principe, on vous dit « Ah, mais moi, je n'applique que la loi. Moi, je ne suis pas un juge qui est là pour donner mon opinion, puis donner mes affaires, puis ça. Moi, je suis là pour appliquer la loi. » Mais vous allez voir qu'ils peuvent nous surprendre, ces gangs-là. Là. Et ce sera la confirmation, si jamais vous perdez, qu'on est vraiment dans une république de bananes et qu'on est dans un Christi de pays plus douteux qu'on n'a jamais pensé qu'on était. Mais pour moi, ce ne sera plus une surprise, à cause de ce que les juges ont fait lorsqu'ils ont été questionnés pendant la COVID par certains citoyens. Ils ont viré tout le monde de bord. Là. Donc, on le sait qu'ils sont capables de faire ça, même d'aller contre ce qu'eux autres ils veulent appliquer, c'est-à-dire de juste appliquer les lois, le code, soit le code civil, le code de l'impôt, le code de ci, le code de ça. Ils sont vraiment surprenants des fois. Puis juste de voir que les comptables embarquent là-dedans, ça aussi, ça me surprend. Que des grands bureaux, qu'un petit bureau de comptable ne soit pas capable de le faire, Nick, je comprends ça. Mais qu'un grand bureau de comptabilité, qui a des gros clients, puis qui ont des ressources quasiment inépuisables, ils chargent beaucoup d'argent à tout le monde, à tous leurs clients. OK, on va y aller fighter, nous autres. On va y aller. On est tel bureau d'avocats qui a des bureaux partout dans le monde. On va y aller, nous autres. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Non. Par paresse. Ah, ben, gars, on y va. Moi, ça aussi, ça m'énerve. Ben, je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de laxisme dans la société civile par rapport à ça, parce que veut pas, je veux dire, les red flags qui sont très visibles, ça fait un bout qu'ils le sont, là. On n'est pas les seuls à avoir quand même pris le temps de s'opposer à ça. Il y a quand même plusieurs groupes dans la société civile aussi qui ont quand même pris le temps de s'exprimer contre l'augmentation de l'impôt sur le gain capital. Il y a de l'Institut économique de Montréal, entre autres, le Conseil du patronat du Québec aussi, pour des raisons différentes de la notion constitutionnelle. Mais dans ce cas-ci, c'est ma grosse crainte, c'est là, nous on est assez optimistes par rapport à la possibilité d'avoir une victoire, parce que
c'est vraiment sur un fondement constitutionnel. Ouais. Et cette base-là, je pense qu'on est en principe, comme je te dis, il n'y a même pas de combat à avoir. Là. Vous gagnez all the way. Là. Effectivement, ça devrait s'appliquer. Par contre, si on perd, ça serait extrêmement grave. Ça confirmerait la notion de république de banane parce que, entendons-nous, le précédent en ce moment qui est en train de se créer, c'est qu'il y a des fonctionnaires qui procèdent à une ponction fiscale sans avoir eu l'aval du Parlement pour le faire. C'est ce qui se passe présentement. Mais imaginez dans le futur si, par exemple, le Parlement discute de on pourrait créer une taxe sur le sucre, n'importe quoi, une nouvelle taxe. Mais ils n'ont pas encore fait passer cette motion-là sous forme de projet de loi. Ils l'ont pas encore promulgué d'aucune manière. C'est encore en débat back and forth entre la Chambre des communes puis le Sénat. Puis il y a des chances que ça tombe, il y a des chances que ça tombe pas. Mais au final, tu aurais des fonctionnaires de l'Agence du revenu qui seraient comme, écoute, nous, on présume qu'éventuellement, le Parlement va passer ce projet de loi-là. Fait qu'on va commencer à percevoir quand même la taxe. Ben c'est ce qui se fait en ce moment avec la hausse de l'impôt sur le gain en capital, puis ça pourrait se répéter à nouveau avec un paquet d'autres taxes. Puis il faut surtout pas laisser une marge de manœuvre à des fonctionnaires de l'Agence du revenu, que ce soit du Québec ou de l'Agence du revenu du Canada, mais on en reviendra pour le Québec, là, mais dans tous les cas, on peut pas leur laisser une marge de manœuvre qui va au-delà de notre processus démocratique, parce que la notion no taxation without representation, comme je dis, on associe souvent ça à la notion américaine, c'est la raison de leur révolution, mais la réalité, c'est que c'est vraiment une tradition parlementaire britannique qui avait été refusée aux Américains, qui a justifié leur révolution, mais c'est une tradition qui est bien chez nous également, et ça doit être respecté à 100%. Parce que si c'est pas le cas, effectivement, c'est là qu'on pourra dire, ben là, on vit dans une démocratie, entre guillemets, où est-ce que la représentation n'est plus nécessaire pour littéralement appauvrir la population, et on s'entend. L'augmentation de l'impôt sur le gain en capital, c'est pas une petite taxe de rien. Là. Le monde pense que ça va toucher quelques riches à droite et à gauche, puis c'est tout. Non, ça va toucher pas loin d'1,2 million de Canadiens au courant des 5 prochaines années. Ça va faire perdre 90 milliards de dollars au PIB canadien au courant des prochaines années. Puis ça pourrait faire perdre jusqu'à 400 000 emplois. Fait que, tu sais, c'est une petite hausse d'impôt du taux d'inclusion, puis regardez les conséquences que ça va avoir sur l'économie canadienne. Et en ce moment, c'est même pas passé par le Parlement, c'est passé par des fonctionnaires. Donc, on peut pas laisser ça se répéter à nouveau. Fait que c'est pour ça qu'on mène le combat présentement. Puis je suis persuadé qu'on va avoir, ne serait-ce que sur l'aspect constitutionnel, un gain de cause. Mais on va devoir s'assurer de talonner le gouvernement actuel. Il y a quand même des pas pires nouvelles. La première des choses, c'est que de un, on mène une campagne sur plusieurs fronts. La première, c'est que oui, on s'en va en cours, on motive nos supporters, nos donateurs, on est dans les médias, mais on envoie aussi beaucoup de courriels à Bob Hamilton. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Bob Hamilton, c'est le commissaire de l'Agence du revenu du Canada. Jusqu'à maintenant, il a reçu pas loin de 4000 à 5000 courriels de notre part, puis on s'attend à ce qu'il reçoit un autre batch. Fait qu'ici, il y a du monde qui sont intéressés à nous aider à maintenir la pression sur l'Agence du revenu pour qu'il cède, ne serait-ce que d'un autre. S'il ne cède pas en cours, qu'il cède même avant qu'on se rende devant les tribunaux, ça serait encore mieux. Donc, la pression, on la fait monter. Sinon, il y a la course au leadership du Parti libéral du Canada. Je sais pas pour Carney, mais Freeland, pour ce que ça vaut, elle a pris le temps de dire je vais reculer sur la hausse de l'impôt du gain en capital. Ce qui est drôle, parce que c'est elle qui l'a littéralement mis en place, cette hausse-là, puis c'est elle qui l'avait annoncé en disant on va augmenter l'impôt sur le gain en capital pour pouvoir mieux contrôler nos déficits futurs. Finalement, les déficits sont plus élevés que prévu, puis l'impôt va peut-être même pas s'appliquer. Fait que c'est n'importe quoi. Mais même elle pourrait finalement faire un 180 degrés là-dessus, puis finalement, si on a un changement de gouvernement pour les conservateurs, on a vraiment un aveu de la part de Pierre Poilievre qu'il va retourner, il va essentiellement renverser cette décision-là. C'est bizarre à dire, hein, mais si on a à choisir quelqu'un chez les libéraux, la moins pire de la gang, c'est Freeland. Pour te dire. Possible. Honnêtement, c'est niaiseux, mais c'est fort possible. J'ai écouté son entrevue, à Tout le monde en parle la semaine passée, puis bon, j'étais pas extrêmement impressionné, je vais être honnête, mais j'ai trouvé que... Mais c'est pas sa langue, là. Mais non, mais c'est pas tant sa langue le problème, tant qu'à moi, c'est vraiment l'accueil parce que Freeland, pendant plusieurs mois, tu sais, puis même quasiment années, on la voyait comme l'ultime successeur de Justin Trudeau. À chaque fois que Radio-Canada parlait d'elle, c'est comme la future première ministre qu'on nous présentait à chaque fois. Et quand elle est arrivée sur les plateaux, tout le monde en parle, c'était froid. Sérieusement, c'est à peine si le monde s'était passé le mot pour jamais rire ou quand elle faisait une petite blague à droite ou à gauche. Puis c'était vraiment t'avais l'impression mais c'est rendu une place déplaisante aussi, là, faut le dire. Hein. Ouais, mais il y a ça. C'était pas dans le petit cercle des amis, c'était une place à éviter, là, cette place-là.
Ouais, ben je pense que c'est tous des amis de Carney à ce stade-ci. Là, ne serait-ce que, tu sais, on a vu un peu la genre de relation que les journalistes de Radio-Can avaient avec Carney en fin de semaine. Carney, là, c'est vraiment Trudeau. Là. C'est de plus en plus clair. Moi, j'arrête pas de le crier. Là. Je sais que Mr. Wonderful le crie aussi de son bord. C'est Gérald Bott qui est à l'arrière de lui. Là. Gérald Bott, c'est l'architecte des années de Mark Carney, de Trudeau. Et Mark Carney était de l'équipe de Bott par en arrière sur les finances. Même quand il était en Angleterre, il donnait tous les conseils par en arrière parce que Trudeau était une genre de marionnette. Il y a une autre personne aussi qui est avec Bott, là, j'oublie son nom, qui est avec Carney aussi maintenant. C'est clair que c'est la même, c'est la continuité. Et même pire, parce que c'est un... oui, exact. Et t'as la femme de Mark Carney, n'oubliez pas, là, la femme de Mark Carney qui est une femme, une des plus grandes enragées Green que vous avez jamais rencontrées, qui est derrière tout son programme Green. Lui, il est vraiment dans cette tasse de thé-là. Là. Donc, c'est un gars extrêmement dangereux. Là. C'est un méga socialiste Green qui est mené par sa femme et Gérald Bott. Là. Tout est là, toutes les lumières sont allumées. Ce gars-là doit être loin du pouvoir canadien. Mais savez-vous quoi? Il va être probablement PM du Canada. Pas élu par personne. Il va être tenu là par le NPD. Le Bloc dit que non. J'ai hâte de voir. C'est là-dessus que je veux t'amener d'ailleurs. As-tu trouvé dégueulasse cette semaine depuis qu'on s'est parlé? Toutes les histoires d'utiliser Trump et ce qui se passe avec la négociation pour faire peur au monde, retomber dans l'ère COVID, essayer de jouer la même game, de dire qu'on va prendre les mêmes options financières qu'on a prises, c'est-à-dire de l'endettement public, de l'imprimage d'argent, des chèques donnés. On le dit, Ottawa, la machine à imprimer, là, mais même le Québec a dit qu'il était prêt à repousser l'équilibre budgétaire, etc. Ce qu'on voit depuis qu'on s'est parlé, là, c'est dégueulasse. Là. On joue. Donc, même Raphaël Jacob l'a vu, là. C'est pour vous dire. Là. Ouais. Donc, on est là. Mais ces gens-là n'ont pas de cœur. Ces gens-là sont carrément dangereux. Ils viennent de créer la plus grande période d'inflation qu'on n'a pas connue depuis qu'on est au monde. Ces gens-là sont carrément dangereux, Nick. Absolument. Puis, cette période d'inflation-là a été créée à travers, entre autres, une approche qui était très propre aux politiques monétaires et économiques que Mark Carney a toujours appuyé et encouragé dans toutes les juridictions où est-ce qu'il a été gouverneur des banques, que ce soit au Canada ou en Angleterre. Même c'est Liz Truss, je ne sais pas si c'est ça son nom, l'ancienne première ministre de l'Angleterre. Oui, c'est elle. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas été là très longtemps, là, je pense quelques semaines à peine, mais elle a pris le temps quand même de dire que si vous prenez Carney, bonne chance pour la suite des choses. Je suis pas un grand théoricien du complot, mais il y a une chose par contre qui me fait un peu tilter ces temps-ci, c'est vraiment la possibilité qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est premier ministre du Canada, qui, jusqu'aux dernières nouvelles, est vraiment pas si connu que ça. Le Mark Carney, c'est pas une grande célébrité, c'est pas Justin Trudeau, là, entendons-nous. Non. Et je veux dire, ce gars-là, il a jamais été député, jamais été ministre, à aucun niveau. Et là, soudainement, il devient premier ministre du Canada durant une des pires crises. Je veux dire, on pourrait être dans une guerre commerciale. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis on s'entend que c'est un disciple du World Economic Forum, des Nations Unies. Fait que ça, c'est vraiment l'ultime popette, tant qu'à moi. Respectueusement, j'espère me tromper. Ah ouais, il me fait peur. Il me fait peur. Je regarde la face, il me fait peur. Quand il parle, il me fait peur. C'est le genre de gars, en plus, qu'il est tellement pas connu, pas sympathique, là, pas tout. Tu l'amènes dans une CPE, les gardiennes s'en vont pour 2 heures pour une réunion, tu dis c'est lui qui check, les enfants pleurent pendant 2 heures. C'est le genre de bonhomme qui fait peur. Un genre de bonhomme 7 heures pour vrai, là. Tu dis, what the fuck? Le gars, il fait peur, les dents, les cheveux. Tu vois que c'est probablement un ancien nerd qui s'est trouvé une genre de petite vie cool, qui a marié une enragée Green, puis que là, il est dominé complètement par sa femme. Mais là, ce gars pourrait se ramasser premier ministre sans que personne ait vraiment voté pour lui. Alors qu'on est dans peut-être pour les 20-25 prochaines années, il y a un crunch qui se passe là. Qu'est-ce que tu t'attends dans les prochaines semaines? Bon, là, il va y avoir du niaisage aujourd'hui, demain, demain, samedi, ça va être l'enfer, le premier, puis là, les tarifs, etc. Qu'est-ce que votre organisation s'attend pour vrai? Parce que c'est un peu imprévisible comme histoire, là. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. L'histoire du fentanyl, je ne comprends pas trop. Là, à un moment donné, il y a le déficit, il n'y a plus de déficit, on n'en parle plus. C'est dur un peu de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pas qu'on ait les tarifs.
Vous attendez à quoi, Nick? Honnêtement, c'est plutôt ce qu'on n'aimerait pas voir arriver pour l'instant. Parce que, pour venir au deuxième point que tu as mentionné tantôt, la fameuse stratégie que certains de nos gouvernements veulent faire pour faire face aux tarifs, c'est imprimer de l'argent, littéralement. Ouais. Comme quoi, est-ce qu'il y a rien qui est meilleur pour une réélection qu'une crise économique ou une crise politique? Dans ce cas-ci, c'est un mélange des deux. Puis là, on voit très bien, tu sais, comment il s'appelle, Doug Ford en Ontario, il vient de lancer des élections. Ça, c'est dégueulasse, hein? C'est essentiellement profiter d'une crise pour se faire réélire alors que les élections n'étaient pas prévues avant, je pense, l'année prochaine. Incroyable. Puis au provincial, je veux dire, je serais pas du tout surpris. On voit déjà que François Legault, il repousse au calendrier grec, là, le retour à l'équilibre budgétaire, c'est plus 2029-2030. Là, c'est rendu dans une autre décennie carrément. Là. Fait qu'on est rendu à avoir ce discours-là. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est on se rappelle que durant la pandémie, qui est comme rendu le modèle pour gérer les futures crises, qui fait aucun sens parce que c'est la pire gestion de crise qu'on a eue ever, mais là, ils veulent la refaire. Et on se souvient que le directeur parlementaire du budget à Ottawa, quand il a analysé les dépenses du gouvernement fédéral durant la pandémie, il a découvert que les plus de 300 milliards de dollars supplémentaires qui ont été garochés à droite et à gauche à travers différents programmes, il y en a pas loin du tiers là-dedans qui avait absolument rien à voir avec la COVID, mais qui ont été dépensés sous couvert que l'urgence, c'est l'urgence, on doit dépenser maintenant. Fait que si on réussit à faire passer autant de dépenses de Mongols comme ça dans un contexte de crise pandémique, puis que le monde sont fermés les yeux tristement pour se ramasser par la suite avec une inflation record depuis au moins 40 ans, ça pourrait se reposer. Et c'est vraiment ce qui me dérange le plus. On vient à peine de se remettre d'une crise inflationniste, une des pires depuis les années 80, pour après ça se rentrer dans un enchère de tarifs qui va essentiellement faire augmenter les prix de part et d'autre, des deux côtés de la frontière. Et on a des gouvernements qui disent, la meilleure façon de faire en sorte que les emplois perdus pourront être récupérés ou qui vont être compensés, c'est de sortir encore plus d'argent. Donc, on va encore plus alimenter l'inflation qui va être doublée par les tarifs. C'est complètement débile. Ceci étant dit, j'ai eu vent que peut-être qu'il y aura un recul de l'administration Trump, pas un recul, que finalement, le 1er février, ça pourrait ne peut-être pas s'appliquer parce qu'ils ont réalisé que le Canada, finalement, peut-être qu'on a fait notre job pour sécuriser la frontière ou ne serait-ce que limiter le passage de fentanyl, ou que les engagements du Canada seraient suffisants jusqu'à maintenant pour l'administration Trump. J'ai hâte de voir, parce qu'à la fin de la journée, les Américains sont pas du tout gagnants avec ces tarifs-là, mais une chose est sûre, cette menace-là fonctionne et ils vont l'utiliser tant aussi longtemps que ce sera nécessaire pour forcer le Canada à faire ses propres changements. Donc, ce serait le fentanyl au début, les immigrants après, ensuite de ça, le tarif, toutes les patentes qui égossent au niveau commercial de couper le plus de frontières possible. Donc, ils vont utiliser ça continuellement, c'est ça? Oui, puis avec aussi là, les conditions par rapport à l'OTAN, d'augmenter les dépenses au-dessus de 2%. Oui, l'armée, toute la sécurité du territoire nord-américain. Ils vont probablement essayer de négocier qu'on n'ait plus de frontières, finalement. Parce que la frontière, c'est un problème, là, on va se le dire. Là. La frontière, faites un bouclier alentour de l'Amérique, puis laissons tomber la maudite frontière. Ça nous coûte si cher, là. Ça va nous coûter moins cher gérer un bouclier que gérer une frontière physique. Ça serait effectivement beaucoup plus simple. Je sais pas à quel point on serait fan de ça au Canada, parce que veut pas. Il y a quand même beaucoup de personnes qui viendraient au nord, mais il y aurait beaucoup de personnes. En même temps, à la fin de la journée, je sais pas c'est quoi les conséquences de la fin de cette frontière-là. L'Europe le fait depuis un bout, puis ça n'a pas l'air à déranger beaucoup de monde. C'est ça. Au moins, il y a quand même un modèle de l'autre côté de l'Atlantique qu'on peut peut-être essayer d'imiter. Par contre, est-ce que les Américains ils vont dire, est-ce qu'on veut abolir la frontière? Ils vont dire là, pourquoi vous donnez juste pas un 51e État ou sinon devenez, on est quoi, 10 provinces puis 3 territoires, devenez 11 nouveaux États ensemble puis embarqués dans le pays, où on fait une nouvelle confédération. Il y a plusieurs approches possibles. Je pense pas que ça va se faire, ne serait-ce qu'avec le gouvernement canadien actuel. On sait qu'avec les libéraux ou avec les conservateurs, présentement, il y aura pas on va pas ouvrir les lignes par rapport à une possibilité de rejoindre les Américains dans leur pays ou d'éliminer la frontière. Par contre, si au moins il peut y avoir vraiment des engagements clairs du gouvernement canadien par rapport à la sécurité de la frontière, ça pourrait nous éviter, tant qu'à moi, les tarifs. Par contre, le gros problème présentement, c'est que le Parlement, il est fermé. Oui. On est durant l'une des pires crises politiques et économiques de l'histoire du Canada. On est sur le bord d'une crise commerciale. C'est complètement puis on n'a personne au Parlement. C'est complètement débile.
Mais fait que honnêtement, tant qu'à moi, la priorité, ça serait de rouvrir le Parlement. Mais le problème, c'est qu'on a Jack Meeting qui est sorti hier. Et quelqu'un m'a dit il faut qu'on rouvre le Parlement parce qu'il faut préparer des packages d'aide d'urgence pour les travailleurs face aux tarifs qui s'en viennent. Oh, ouais, lui. Fait que, lui, rouvrir le Parlement. Il est l'enfer. Il est l'enfer. Est-ce que tu penses, on se laisse là-dessus après, puis une petite vite là-dessus, est-ce que plusieurs collaborateurs de Radio Pirate, des amis de Radio Pirate, pensent que finalement, autant les libéraux que la CAQ et Doug Ford, on l'a vu, ça fait leur affaire, cette histoire-là. Est-ce qu'on dirait quasiment qu'ils en veulent des tarifs pour justement se mettre à imprimer du cash, puis jouer au Père Noël, puis probablement sauver leur vie politique parce qu'ils se rappellent comment ils étaient populaires pendant la COVID à donner du cash puis à faire le party, sa carte de crédit. Est-ce que tu es aussi cynique? Est-ce que tu as un bout... Parce que on est un peu dans le complot, parce qu'on ne le sait pas, on n'est pas capable de vérifier cette info-là. Mais moi, j'ai ce feeling-là également. Tu te sens comment, toi, là-dessus, par rapport à ça? Ben, je dirais essentiellement que, pour des gouvernements qui ont vraiment très mal géré les finances publiques au cours des dernières années, c'est la meilleure crise possible. Parce que là, on va tomber dans le rouge, puis là, ils vont pouvoir tout blâmer sur Trump. Durant la COVID... ils étaient obligés de reconnaître indirectement une partie de leur responsabilité. On a gardé l'économie fermée trop longtemps. C'est vrai qu'on a dépensé un peu trop en PCU, mais on a agi sur le coup de l'urgence. À chaque fois qu'ils devaient justifier les mauvais coups durant la pandémie, il y avait une forme de reconnaissance de peut-être que on est allé trop loin, mais on l'a fait parce que c'était l'urgence. Ils ont jamais eu il y a jamais eu de mea culpa, il y aura jamais peut-être de commission publique sur la manière que la pandémie a été gérée puis que l'argent a été dilapidé. Mais là, pour un gouvernement comme celui du Québec qui a un déficit de 11 milliards, là, eux, ils peuvent facilement passer ça sous le tapis et dire, écoutez, le retour à l'équilibre budgétaire, on peut pas parce que, ou le déficit est plus élevé que prévu finalement à cause de Trump. Et là, tout le monde va absolument gober le morceau. Au fédéral, on a des déficits records à répétition. Là, on va pouvoir blâmer encore une fois Trump. C'est plus facile de blâmer Trump que ta propre gestion d'une crise sanitaire. Très bon point. Donc, ça me fait très peur. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on reste allumé puis qu'on continue à faire pression sur le gouvernement. Puis surtout, qu'on demande à ce que le gouvernement ait une approche complètement différente parce que les tarifs, la guerre commerciale, on est 100% perdant là-dedans. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables à contribuable.ca. Gros coup avec toi. Oui. Super prestation pour ça, Nick. On était très fiers de toi. Je t'ai même nommé successeur. Je t'ai nommé PM. Je t'ai mis PM. J'ai dit, dans ce gars-là, d'un jour, il va être PM. Il va être PM. Donc, j'étais très, très fier. Les gars qui étaient avec toi aussi, qui ont fait le côté du reste du Canada, côté anglophone, ont fait un job extraordinaire. Donc, bravo. Il y a encore des gens qui ont un peu de vie. Ça, c'est ce qui me fait... C'est ce qui me garde en vie moi-même, parce que des fois, je me dis, crif, on dirait qu'on n'est pas nombreux à vouloir que des choses se règlent, que la justice soit faite, que les règles soient suivies, etc., etc. Donc, bravo encore une fois. Plaisir de te parler, puis on se parle prochainement. Bon week-end. Nicolas Gagnon, qui est sur X en passant, si vous voulez le suivre. À bientôt. Take care, my friend. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. C'est une première. Ken Pereira est avec nous autres. Ken, t'es le bienvenu à Radio Pirate. Il me semble que ça fait longtemps qu'on essayait de se jaser sur un sujet ou un autre depuis tout ce qui est arrivé avec la COVID. Donc, bienvenue, content de jaser avec toi. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Jeff. Qu'est-ce qui se passe de beau avec toi? T'es-tu actif? Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, là, je suis en cours contre la FTQ et une compagnie assez prestigieuse, puis le Fonds de solidarité, mais depuis 11 ans, je suis pas capable de travailler au Québec. Okay. C'est assez incroyable. La CCQ, la FTQ, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai aucune heure enregistrée au Québec. Donc, t'es immobilisé, tu peux rien faire, t'es fourré bien raide. Qu'est-ce que tu penses, avant qu'on tombe le sujet, je sais qu'on va parler d'Amazon un peu plus tard, là, mais juste avant, parce qu'il y a eu l'histoire de la FTQ un matin, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont syndiqués, qui sont dans la FTQ, il y a des choses qui changent au niveau du syndicalisme.
Tu sais, je m'aperçois que beaucoup de jeunes, entre autres dans la construction, il y a une grève qui s'en viendrait dans la construction. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas d'accord avec ça. Eux autres, ils voient que leur paye n'augmente pas, mais ils disent, crif, le tarif horaire augmente à 100 piastres de l'heure ou à peu près pour un compagnon, quelque chose de même, plus taxe, 115 piastres. Puis le propriétaire se prend, je vois, un 12 ou un 15 %. Les autres se prennent un ci, un ça. Puis là, moi, je tourne à peu près 42 piastres de l'heure. Chris, je travaille fort, je me fais mal aux genoux, me fais mal au dos. Puis je sais que finalement, peut-être que mes conditions, ils s'améliorent. On dirait que je vais améliorer tout le système, mais je suis pas sûr que je vais améliorer ma famille tant que ça. Puis by the way, j'étais un peu écœuré de payer 3000 piastres de syndicat. Je suis pas sûr qu'à part d'avoir une tuque, j'ai grand-chose en retour. Il y a comme un mood bizarre dans le monde syndical. Non pas que les syndicats en tant que tels, mais les syndiqués. C'est-tu moi qui rêve? Tu rêves pas. Okay. Tu as absolument raison dans ce que tu dis. Le mouvement syndical a oublié ses racines. Oui. Et je vais te dire quelque chose, peut-être ça va choquer certaines personnes, mais il y a énormément de syndiqués au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de syndicalistes. Et ça, je le dis souvent. Et bon, deuxième affaire avec ça, les hauts dirigeants les plateformes syndicales, de toutes les plateformes, CSN, FTQ, CSD et compagnie, souvent, ils ont une philosophie communiste. Ils détestent la corporation, ils détestent la population, ils détestent leurs propres membres. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur sort et leur sort de leurs amis. Et c'est tout, et c'est tout. Ça n'a jamais changé, ça continue. C'est comme la toune de Who. Tu sais, won't get fooled again. Same boss, old boss, same as the new boss. C'est exactement ça. Et quelqu'un qui se lève debout, je t'ai entendu tantôt avec Amel, tu sais, puis Trump et tout ça, on doit avoir des convictions et on doit se tenir debout parce que la machine est là pour nous manger. Elle n'est pas là pour nous donner la prospérité. Le mouvement syndical, là, tu sais, dans les années 50, Détroit, c'était la ville la plus riche de la planète. Mais elle était syndiquée aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a commencé à demander des demandes farfelues sans arrêt, en pensant qu'on n'était jamais assez payé, jamais assez. Et on a détruit le mouvement lui-même de la santé-sécurité, de s'occuper de ses membres. Et on a totalement oublié ça. Et ça se prouve encore avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, là. Mais Ken, juste dire par rapport, moi ça m'intéresse beaucoup parce que tu as de l'histoire là-dedans, comme le film Fist ou des films comme ça, là, qui est tout à fait extraordinaire. Mais je veux dire, toi, tu mets ça dans le coin des années 60 à peu près, où ce que le syndicalisme a changé? Définitivement. C'est aussi, ça va avec la sous-traitance, ça va avec Wall Street, ça va avec les compagnies qui ont dit, OK, regarde, on est capable de faire... Il y a beaucoup de fraude, hein? Puis je sais pas si j'ai assez de temps, Jeff, mais je vais te dire quelque chose. Juste pour qu'on comprenne un peu, j'ai énormément de compagnies qui ont utilisé des syndicats pour mettre des griefs après griefs après griefs après griefs. Pourquoi? Le résultat, fermer, déménager. Utiliser la santé-sécurité, utiliser l'environnement, les lois. Quand tu donnes à du monde qu'ils ne veulent pas travailler, OK? Ne veulent pas travailler, ils veulent utiliser toutes les lois à leur faire pour rester à la maison et n'en faire le moins possible, tu as un gros problème. Dans l'industrie de la construction, pour que tu le saches, c'est de la sous-traitance syndiquée. On sait quand on rentre, on sait jamais quand on sort. Ça, en temps de 3 jours, tu peux partir. Le boss même pas, pas performant, et c'est ça. Va demander au bricoleur, va demander aux toitures, va demander aux carreleurs. Tu vas voir que y a pas un défi énorme il y a un énorme défi, pour le travailleur de rester sur le chantier. Faut qu'il performe. Dans les autres sections syndicales, c'est un peu différent. C'est beaucoup différent. Tu sais, la ville 301 engage énormément de la sous-traitance quand ils ont des mécaniciens industriels comme moi dans place. Tu sais, tu comprends que c'est absurde un peu, là. Tu sais, moi, là, j'ai augmenté des heures énormément à mes membres parce qu'ils allaient travailler dans la ville de Montréal comme la sous-traitance pour des jobs que les gars de la place ne voulaient pas faire parce que c'était trop sale, c'était trop dangereux, c'était pas adéquat pour eux, puis ça les tentait pas. Ils ont tranquillement et sûrement poussé ça vers la sous-traitance. Je sais pas si je te comprends très bien. Donc, tu dis qu'ils sont un peu responsables de l'entrée de la sous-traitance d'une certaine manière. D'avoir été moins les deux mains dans l'huile, les deux moins d'un job tough, ils ont comme provoqué un peu cette affaire-là. Là. C'est ça que tu essaies de me dire. Là.
Ouais, moi, j'appelais mes mécaniciens, j'avais 2 types. Il y en avait, c'est des docteurs. Ils voulaient être en sarrau. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tout Exact. propre. Ils pensaient qu'ils étaient au-dessus du métier. Oh non, moi, je vais pas là. Moi, je veux juste des jobs payants dans les raffineries, des pâtes et papiers. Oh, les convoyeurs à Montréal. Non, on fait pas ça, nous autres. Si on va pas se saler les mains. Et là, tranquillement et sûrement, ça rentre dans la tête de tous les dirigeants. Puis ces dirigeants-là veulent rester en poste. Leur chaise est beaucoup plus importante que n'importe quoi. Et c'est fait. Et tranquillement et sûrement, on embarque dans cet entonnoir-là de pas de productivité. Et c'est épouvantable qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est drôle parce que quand on fait ce genre d'analyse-là, tu sais, mettons, un gars comme moi, je vais faire ce genre d'analyse-là, je vais être vu comme un anti-syndical. Alors que je suis le premier à reconnaître que, comme tu le dis, à une certaine époque, les compagnies méritaient d'avoir des syndicats, les travailleurs méritaient d'avoir des syndicats. C'est le même probablement qu'on a amélioré l'économie en général de cette époque-là, puis qui nous a amené vers où on est aujourd'hui. Mais comme n'importe quelle chose en passant qu'on crée, là, c'est pas juste le syndicat, c'est tout ce qu'on crée. Tout ce qu'on crée par besoin. Au début, c'est là, ça fait un job. Après ça, ben, on s'embourgeoise un peu. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un genre de pendule de pouvoir qui balance de l'autre bord. Puis là, tu te dis, OK, ben là, certains boss n'ont plus de pouvoir sur les syndicats. Moi, entre autres, je pense que beaucoup l'appareil gouvernemental sont otages de ce genre de syndicats-là où, tu sais, c'est drôle, hein, parce que je t'entendais parler il y a 2 minutes, puis tu me dis exactement, moi, je suis en Floride en ce moment, puis je suis en même place depuis 16 ans. Puis mon facteur de US Postal Service, c'est le même depuis 16 ans. Puis à chaque fois qu'il passe, on jase, c'est un jaseux, c'est un gars hyper sympathique. Puis, à un moment donné, je parlais de ça. Je disais, hey, qu'est-ce qui va arriver avec le US Postal Service? Je disais, parce qu'il me disait, ouais, il y a une grève au Canada, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui. J'ai pas checké comme il faut avec la poste. Il dit, c'est quoi l'histoire? Puis là, il me raconte qu'il a été le représentant syndical de Palm Beach, je sais pas trop quoi. C'était assez gros, il y avait beaucoup de monde. Là. Puis il dit, à un moment donné, il dit, Chris, il dit, sais-tu quoi? J'ai fucking lâché. Là. Il dit, je me suis rendu compte que j'avais plein de membres qui voulaient pas, pantoute, que ça marche. Ils voulaient juste le patente, juste les affaires, juste les... Mais non, j'essaie de leur expliquer. Moi, je suis votre représentant, je veux bien vous défendre, mais Chris, donnez-moi une chance, je vois le faire. Vous êtes en train de miner la place où vous êtes. Donc, il dit, je suis pas anti-syndical zéro. Il dit, je suis encore dans le syndicat tout, mais il dit, j'ai retiré ma révérence d'essayer d'aider du monde. Je me suis rendu compte qu'il y en avait peut-être un 25, un 30 qui étaient là pour les mauvaises raisons. C'est un peu ça que tu me dis, dans le fond. Absolument, absolument. Et je te le dis, le plus pire, c'est parce que c'est les hauts dirigeants. Moi, j'ai remarqué que c'est les hauts dirigeants qui sont des non-syndicalistes. Ça fait vraiment mal. Et je vais te donner un exemple. Toutes les conventions collectives qu'on a, de Molson, à n'importe quel autre, OK? Va les voir, invite du monde à venir, puis je vais te dire, il y a une protection énorme pour l'ancienneté de ces gens-là. Puis les nouveaux, les jeunes, ils passent 10 ans à 15 ans sur appel. Tu comprends-tu? Sur la pige. Ouais. C'est-à-dire, tu vois tout de suite qu'ils ne respectent pas le mouvement lui-même. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est protéger leur job. Exact. Moi, j'ai vu des atrocités partout. GM. J'ai vu des gars travailler à GM, puis ils achetaient des chars Toyota. Tu sais, tu comprends-tu? J'ai vu des gars à Rothmans, la cigarette, puis ils fumaient d'autres cigarettes. Ils appuyaient Coca. Tu sais, je veux dire, j'ai vu énormément d'absurdité. Ils poussaient même pas leur propre gagne-pain. Tu sais, j'ai été chanceux parce que moi, c'est de la sous-traitance. Moi, j'allais dans les usines. Dans les raffineries, dans les pâtes et papiers, dans les plants chimiques. Je suis vraiment industriel, mon métier. C'est-à-dire, j'ai vu de toutes sortes, de l'alimentation, et j'ai vu des absurdités. Et si tu m'as une chance, là, une petite exemple pour te montrer l'absurdité. Norton Telecom. Tu te souviens-tu de Norton Telecom? Un blue chip, hein, à peu près? Oui. Là? On a tous perdu un peu là-dedans. Exactement. J'ai installé peut-être toute la machinerie qui était là, la ligne de production. Et sur la ligne de production, les gars et les femmes, et je te le jure que quelqu'un m'actionne si c'est pas vrai, sur la ligne de production où les gars travaillent, ils vendaient des chemises, ils vendaient du café, ils vendaient du coke. Tu comprends? Sa ligne de production, il y avait comme un sideline. C'est-à-dire, et le syndicat et le patron les laissaient aller parce que ça montait de 20$ à 135$, puis eux autres, ils s'en foutaient comme l'an 40 de qu'est-ce qui se passait dans leur usine. Ils pensaient qu'ils allaient tout avoir parce qu'ils étaient payés aussi en actions et tout ça. C'était la débandade.
Et ça, c'est Norton. Peut-être c'est les Chinois, peut-être c'est le câble qui a été, la fibre optique a été dépassée, mais moi, je peux te garantir que 20% à 30%, c'était la non-productivité sur le chantier. C'était épouvantable. Et moi, je suis sous-traitant, je rentrais là, je les regardais vendre des T-shirts. Pense à ça, Jeff. Tu vends des T-shirts pendant que tu travailles. C'est pour ça que le mouvement syndical accepte pas, c'est un écho-chambre, il accepte pas les nouvelles idées. Et moi, quand je suis venu cogner à la porte, ils ont dit, wow, t'es qui, toi? T'es qui, toi, pour venir me dire quoi faire? Ça fait 20 ans, je connais ça. Et leur ego, leur image est trônée. Et là, ils veulent. Et leur sécurité aussi. Et leur sécurité leur donnait ce pouvoir-là. Ouais. Est-ce que, l'autre affaire qui est bizarre aussi, que souvent des syndiqués, tu sais, puis je parle de syndiqués peut-être de quarantaine d'années, trentaine d'années. Le fait que ça coûte cher, ça les dérange parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils ont en retour. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils ne savent pas ce que l'argent va parce qu'on c'est pas clair. Et ça les écœure de voir leurs propres représentants s'en aller à la TV. Puis ça, c'est pas une question de pro-Poilievre ou anti-Poilievre. C'est pas ça, là. Même si, mettons, la personne y va, puis elle représente ses idées, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire là? C'est pas... Ça aussi, ça a fucké le mouvement. Hein? Le fait que les syndicats sont rendus éparpillés dans la vie sociale, alors que leur but, c'est de s'occuper des travailleurs. C'est s'occuper de ces travailleurs. C'est pas de s'occuper de ce que pense Poilievre ou ce que dit Poilievre dans des entrevues, etc. Magali Picard est tout partout, mais je n'entends jamais je n'entends jamais parler des travailleurs, vraiment. Ben, c'est le but que je t'essaie de dire. Je pense définitivement qu'ils ont un dédain contre ceux qui les font vivre. Tu comprends-tu? On dit que les médias traditionnels nous aiment pas. On dit que les politiciens nous aiment pas. Mais crois-moi que les hauts dirigeants de ce mouvement syndical, ils ont un dédain d'aller manger dans roulotte avec les travailleurs. Ils aiment beaucoup plus aller au restaurant et les gros restaurants et discuter de l'avenir. Comme si, tu sais, ils ont leur vertu à la main gauche puis leur chardonnay à la main droite. Tu sais, c'est des arrogants de la plus haute espèce. Et si tu me le permets, j'ai fait passer une loi, c'est le C-377. OK? Ça, c'était à Ottawa. Je suis allé au Sénat en 2015. OK? Puis là, c'est avec l'aide d'Éric Duhem en plus, parce qu'Éric Duhem a dit, Ken, il y a un ministre conservateur qui veut te parler. C'était Ross Ebert, puis je l'ai eu. Puis j'ai rédigé sa loi du volet construction. Tu sais, je l'ai aidé. Et lui, il l'a déposé. Et ça a passé avec mon témoignage. Mais l'histoire de ça, tu sais quoi? Ça a été vendu au Québec comme au Canada, une loi anti-syndicale. Puis moi, la seule affaire que je voulais, c'est une transparence pour qu'on voit où l'argent va. Pas juste l'argent des hauts dirigeants, mais l'argent qu'ils donnent à des partis politiques. Et c'est énorme. Ils se mêlent de tout. Je sais qu'on a besoin des lobbyistes, on a besoin, mais tu ne peux pas croire les millions de dollars qui se gaspillent, puis les travailleurs ne savent pas où ça va. Oui. Mais ton projet de loi, toi, il a passé, en fin de compte. Il a passé au Sénat. Est-ce qu'il a été appliqué, ce projet de loi-là? Regarde, c'est bon, tu me le dis. Harper l'a passé. Je l'ai rencontré. Trudeau l'a enlevé la première journée, je pense. Exactement. Et c'est épouvantable. L'ironie de ça, c'est que moi, j'ai été descendu un dimanche pour aller témoigner lundi. Ils m'ont payé l'hôtel à côté du Parlement et tout ça. Et j'ai rencontré 3 avocats prestigieux de 3 firmes prestigieuses. Et les 3, là, ils sont venus me voir. Ils savaient même pas que je me présentais. Peut-être qu'ils le savaient, mais je veux dire, tu sais, je les connaissais pas. Un défendait les fondations, l'autre défendait les groupes religieux et l'autre défendait la Ligue nationale, l'Association des joueurs. Et les 3 avaient la même histoire. C'est, hey Ken, tu peux-tu nous aider pour changer, mettre une coquille dans la loi pour que ça s'applique pas comme pour toi que comme pour nous, parce que nous autres, on veut pas que le monde sache qui nous donne de l'argent. Ouais. Tu comprends comment que c'est, et on a vendu ça. Il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui veulent pas. Ce que toi, tu voulais faire, il y a beaucoup de monde qui ont intérêt qu'eux autres non plus, ça s'applique pas aux autres. Là. C'est ça que tu me dis, là. Ben oui, et Jeff, c'est bon dans ma cour, la transparence, mais pas la sienne. Tu comprends-tu? Moi, le privé, moi, j'ai pas à me mêler du privé.
Le privé, c'est privé. C'est toi puis ta femme, c'est toi puis ton partenaire. J'en ai pas. Mais quand c'est public et quand on reçoit de l'argent, on doit avoir un système en place et je m'ai fait démoli par le mouvement syndical parce qu'il me disait que j'étais antisyndicaliste parce que je voulais que les travailleurs savent où leur argent va. Mais ça, c'est bizarre, ça. Moi, j'en connais pas de syndicalistes qui veulent pas savoir c'est quoi, où est-ce que l'argent va. C'est qui réussit à changer ce discours-là, puis qui est même au point où... Ouais, la peur. La peur. Moi, excuse-moi, là, si je donnais 2-3 000 $ par année, j'aimerais ça savoir en sacrament ce que l'argent va, là. Ah, t'as absolument raison, Jeff, mais il y en a 2 comme toi ou 3 comme toi. Tu comprends-tu? C'est pas de même ça marche dans la construction. Dans la construction, tu donnes de l'argent. Les représentants syndicaux, là, à matin, tu me dis que les gars de la construction sont pas en crise de voir que la gang se font un party avec leurs cotisations? Qu'ils se payent des scotch à 55$ le verre? Oui, ils sont en crise. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Non. Et est-ce qu'ils vont aller à leur meeting syndical puis se lever puis dire « Hey, toi, parti de l'exécutif, pourquoi tu as approuvé ça? » Ils vont pas le faire. C'est bon crier dans sa maison, les maudits, les ça. Moi, j'ai jamais vu autant de faibles que des gars dans l'industrie de la construction, tatoués, gros bonhommes, qui disent « Oh, moi, j'ai peur de personne. » Mais quand tu dis « Tu fais pas le shutdown à 60 000 $, il s'écrase. Tu fais pas l'arrêt de production, le shutdown qui s'en vient. Dans le temps, moi, je pouvais décider que Jeff, tu fais 25 000 $ cette année ou tu en fais 150. Parce que c'est moi qui décide où tu vas aller travailler. Ouais. Pense à ça. Puis eux autres, ils ont peur. Puis les entrepreneurs, eux autres, ils ont peur aussi du mouvement syndical parce que la loi a changé. Le placement, ça se fait par la CCQ, mais la CCQ doit droit de gérance à la compagnie. C'est-à-dire, elle a son droit de vie ou de mort à la compagnie. Là. C'est ça. Elle envoie la liste à la compagnie. La compagnie a dit, envoie ça au syndicat, puis le syndicat dit, Jeff Fillion, il est encore sa liste. Crisse-moi ça dehors. Ouais. Tu comprends comment ça se joue? C'est épouvantable. Et personne ne veut nettoyer la cabane parce que c'est profitable pour ceux qui sont en place. Et c'est dommage. T'as-tu eu des menaces? Des menaces réelles, là, des vraies menaces là, de te casser la gueule ou encore plus, peut-être de on est allé dans un niveau beaucoup plus que casser la gueule. Moi, j'ai rencontré Rénal Desjardins. Oubliez pas, il y avait un accès au fonds de solidarité. Le fonds, Jocelyn Dupuis, je veux dire, il était à côté de 2 hommes. Moi, je m'ai fait dire que si je lâchais pas, on me retrouverait 6 pieds en dessous de la terre, que mes enfants ils allaient perdre leur père. Je veux dire, il y a eu des menaces incroyables parce que, et c'est là où je m'ai pas fait d'amis, parce que j'ai associé certaines associations comme le Fonds de solidarité, qui est 18 milliards, c'est très bon pour le Québec, à le crime organisé et peut-être certaines personnes qui voulaient prendre mainmise avec les contrats qui se donnaient directement. Il passait par la gauche, puis il mettait l'enveloppe là, puis il disait « Hey, passe mon dossier. » Non, ça, c'est tout l'épisode là, du bateau, les gros dirigeants de la FTQ dans le bateau à Corso. À Corso, exactement. Ouais. Écoute, c'est un épisode, mais je suis pas juste celle-là, c'est un épisode important parce que Jean Lavallée, c'était l'ancien directeur de la FTQ, et Jocelyn Dupuis a voulu prendre la place à Jean Lavallée. C'est-à-dire, lui, Jean avait tourné à Corso. Jocelyn, lui, avait d'autres joueurs qui voulaient prendre le contrôle de la construction, dans Brick, dans la décontamination, que personne parle. C'est une des places les plus cochonnes qu'on a corrompues. Un des plus gros raquettes de la Terre, c'est lui, là. Exactement. Et oublie pas, là, tu sais, New York, Philadelphie, Chicago, ils contrôlaient toutes les poubelles, l'environnement. 30, 40 ans plus tard, c'est exactement la même chose. C'est un racket qui se fait comme le crime organisé a fait avec les poubelles, tu sais, dans le temps. Ils sont évolués, ils ont beaucoup plus de technologie, puis ils savent comment parler à les politiciens, puis avoir ce qu'ils veulent. C'est une grosse game qui se joue. La COVID, si tu me le permets, pas pour rentrer dans le vaccin, pas pantoute. Tous les contracteurs, quand la COVID a sorti, ils ont sorti le contrat, puis ils ont été temps et matériel. Ils ont fait une fortune parce que ils ont
séparer la main-d'œuvre. Oh, on peut pas avoir plus que 2 personnes par département, par ça, à cause du pied de distance. Ils ont fait une fortune. À la place d'avoir un contrat fixe, Jeff, tu rentres janvier, puis tu sors février. Non, là, c'est temps immatériel, ça. Ça va te prendre le temps nécessaire. Tu vas prendre des... Et là, et ceux qui disaient qu'ils sont contre la COVID, sont pour la COVID. Parce que c'était profitable, puis pas à peu près. C'était une crise de business, la COVID, là. Exactement. Ah non, c'est pour ça qu'ils veulent leur retourner là, avec l'histoire des tarifs de Trump. Ils sont prêts à retourner là-dedans à pieds joints, là. Ils s'ennuient. Et le contrôle aussi, hein. Ça aide énormément à avoir un contrôle. Et je vais te donner je ne veux pas aller là-dedans trop long, mais dans l'industrie de la construction, moi, là, aucun donneur d'ouvrage m'osait me poser une question, de dire « Hey, Jeff, y a-tu un accident de travail, c'est-tu vrai? Je veux pas l'avoir sur mon chantier parce que, tu sais, il va monter les cotes de mes assurances et tout ça s'il y a un autre accident, puis tout ça, puis je veux pas l'avoir. » Ça, il me posait jamais ça. Mais les syndicats à travers la planète, et à travers le Québec en particulier, ont tous appuyé les décisions du gouvernement pour aller fouiller dans les états médicaux de tous les membres pour savoir s'ils sont vaccinés ou pas. Non, Arrête. Tu comprends? Pour une affaire, non, je vais pas dire, tu fais de la discrimination contre Jeff parce qu'il a mal au genou puis il s'est fait opérer, je veux pas l'avoir. Mais pour la COVID, ils ont tout approuvé, tout accepté. Toutes les barrières ont tombé, toutes les barrières. Le dossier médical, ça doit être protégé. Confidentiel. Confidentiel et personnel. Tout ça a tombé d'une claque. Ça a tombé d'une claque. Et c'est ça l'hypocrisie que je détestais. Et c'est ça que j'ai sauté sur presque tout ce monde-là. C'est parler des deux bords de la bouche. C'est épouvantable. Une première avec Ken Pereira. Ça faisait longtemps ça faisait des années quasiment qu'on voulait se parler. Finalement, c'est fait. La première est faite. On va se reprendre également. Mais si vous en voulez plus, ben oui, je sais. Il y en a plus sur Radio Pirate Prime. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.